Bonjour. Donc on va discuter, on va faire une table ronde de santé communautaire. Je suis Olivier Doubre, journaliste à Politis, et pour faire une transition, j'ai longtemps été responsable de la commission drogue et usage d'Act Up Paris. Donc on va parler de santé communautaire, et je pensais que juste pour dire, faire une toute petite introduction comme ça ne rajeunira personne pour ceux qui y étaient. Il y a donc une quinzaine d'années, les traitements de substitution arrivaient au bout de 10 ans de leur mise en place sous un régime expérimental, puisque la substitution a été autorisée en 1995 et pendant 10 ans a été mise en place sous un régime dit expérimental. Et au bout de 10 ans, le système de soins, les médecins ont un système d'évaluation et généralement ils organisent, dans ce cas-là, ils organisent une conférence de consensus pour évaluer justement les bénéfices ou les risques ou les défauts d'un traitement. Et donc il y avait eu donc cette conférence de consensus a eu lieu en juin 2005 à Lyon. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que à partir de 2004, il commençait à y avoir beaucoup de campagnes de presse dénonçant les détournements de prescriptions, les trafics de Subutex, méthadone, etc. Et donc la substitution pouvait apparaître fin 2004, début 2005, un peu sur la sellette. Comme elle n'était que sous un régime expérimental, il fallait que son autorisation soit confirmée pour qu'elle puisse continuer. Je parle de substitution évidemment aux opiacés, enfin, ce qu'on appelle les TSO. Donc nous, militants à ACT UP et à Sud également, on a découvert que cette conférence de consensus de juin 2005 allait se tenir donc à Lyon, dans une très belle salle, sur 2 jours, avec énormément de médecins, d'intervenants, disons médicaux, et que au bout de 2 jours, un usager de la substitution allait pouvoir s'exprimer 6 minutes à la fin de la 2e journée, un quart d'heure avant la fin de la conférence de consensus. Donc on a trouvé ça un peu bizarre que les premiers concernés puissent s'exprimer 6 minutes sur 48 heures. Et donc à ACT UP, on est allé trouver à Sud pour essayer de faire quelque chose. Et l'idée qu'on a eue, c'est d'organiser une sorte de réflexion collective, un travail de réflexion collective qu'on peut appeler de santé communautaire, justement. C'est pour ça que j'introduis cette table ronde par cette petite histoire. Et donc, un mois avant la conférence de consensus à Lyon, on a organisé les premiers états généraux des usagers de la substitution, ça s'appelait, c'est-à-dire les premiers égus. Là, j'ai vu qu'on était au 10e opus, quoi, 10e numéro. Et donc les premiers égus, c'était une action de santé communautaire où au bout d'une journée de débat et de réflexion et de table ronde, les usagers de la substitution, donc, en l'occurrence, ont établi une liste de 12 recommandations qu'ils ont transmises à la conférence de consensus. Et donc la conférence de consensus, même si elle n'a laissé un usager, elle n'a pas augmenté le temps de parole des usagers. Il n'y a qu'un usager, Jeff Favatier, que vous avez dû voir ce matin, d'Assud-Nîmes, qui a pu parler 6 minutes. Mais tous les médecins et les personnes présentes à la conférence de consensus de Lyon avaient 12 recommandations établies par les usagers de la substitution et n'ont pas pu faire semblant, ou en tout cas ignorer les revendications des usagers, c'est-à-dire les premiers concernés, des gens qui prennent quotidiennement du Subutex, de la méthadone, pour beaucoup moins des sulfates de morphine. Voilà, ça c'était juste pour rappeler à quoi peut servir la santé communautaire, enfin quel peut être le rôle et l'importance de la santé communautaire dans le cas de la substitution. Aujourd'hui, les égus, c'est beaucoup plus large et c'est très bien, c'est plus que les états généraux des usagers de substitution, mais c'était juste pour rappeler que c'est né comme ça, et donc c'est né d'une initiative
de la santé communautaire, d'Actop et d'Assud. Voilà. Et bon, juste pour conclure, on peut dire quand même cette initiative de faire des égus avant la conférence de consensus a fait des petits et a été assez importante puisque Fabrice Olivet d'Assud a finalement, en toute dernière minute, pu rentrer dans le comité d'organisation et d'évaluation de la conférence de consensus. Fabrice a encore, quelques temps plus tard, été intégré à la commission des stupes, la commission nationale des stupéfiants, qui est cette organisation, enfin Fabrice me dit si je me gourre, mais cette organisation qui classe ce qui est stupéfiant, illicite ou pas. Et je crois qu'il est un peu seul dans cette commission nationale, mais au moins il est là. Et donc voilà, la santé communautaire, ça peut avoir des effets en matière de santé communautaire, mais aussi avoir des effets politiques, et ça me semble important de le rappeler. Voilà, question et réponse. Voilà. Merci, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-Maxence Granier, je suis membre d'Assud, et oui, je vais essayer rapidement de poser quelques éléments de réflexion sur les enjeux qui peuvent être posés à propos des groupes d'entraide, et plus particulièrement, effectivement, le débat a déjà été entamé tout à l'heure avec Ruth, les groupes d'entraide qui reposent sur en particulier l'abstinence type AA, et là il y en a bien d'autres. Et donc effectivement ces groupes d'entraide, ils constituent sans doute un cas particulier dans la santé communautaire, mais ils sont aussi intéressants. Alors c'est vrai qu'ils ont pu ou ils peuvent encore avoir mauvaise presse pour des différentes raisons. Donc la question de l'abstinence a été mise sur la table tout à l'heure à travers une question, et c'est vrai que c'est ces groupes d'entraide-là, en tout cas, qui reposent sur l'abstinence, non pas qu'elle soit, comment dire, une condition d'appartenance, mais en tout cas, c'est le but visé par ceux qui y participent. Oui, je voulais dire aussi que je ne parle pas au nom de ces groupes d'entraide, je parle d'eux, je donne mon point de vue sur ces groupes d'entraide, je ne les représente en aucune façon. Et donc, mes propos n'appartiennent qu'à moi, c'est une réflexion, une analyse. Oui, donc il y a cette question de l'abstinence, effectivement, qui est centrale, qu'il faut d'ailleurs distinguer du sevrage, et qui n'est pas une condition d'appartenance, mais qui est effectivement le but visé, d'ailleurs sans que ça se restreigne à ça, puisqu'il y a cette notion plus large de rétablissement qui a pris aussi un sens dans l'univers, par exemple, de la psychiatrie, et qui est une notion très importante, il me semble-t-il, à connecter avec celle de groupes d'entraide. Et puis il y a d'autres éléments qui peuvent faire obstacle, comme par exemple la dimension spirituelle qui peut exister dans ces groupes qui sont nés largement aux États-Unis, où évidemment le rapport aux religieux est aux deux antipodes de ce qu'on peut connaître en France. Néanmoins, ça reste spirituel, et évidemment les gens religieux ou les gens athées ou les gens rien du tout y ont autant leur place. Mais justement, c'est pas tellement Puis le troisième point, oui, qui les met un petit peu, ou qui peut quelquefois donner le sentiment qu'ils se tiennent en lisière, c'est que c'est vrai que ces groupes d'entraide, qui réunissent un nombre important de gens, ne s'inscrivent pas en tant que groupe, en tant qu'association, ne s'inscrivent pas dans une logique de plaidoyer, de défense ou de représentation. Et ils ne le font pas, et ils ne le feront pas, puisqu'ils se concentrent exclusivement sur l'aide apportée aux pairs. Donc c'est pas, en aucun cas, ils n'agissent dans le champ politique, et donc ils ne prendront pas position pour lutter contre la prohibition, mais ils ne la défendront pas non plus. Ils ont une posture qui est rigoureusement neutre par rapport à ça. Et effectivement, c'est assez différent des groupes qui ont vocation à représenter, par exemple, les usagers ou de produits, licites ou illicites, ou les usagers du système de santé. Et évidemment, ce qui les caractérise, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de reposer fondamentalement sur le groupe et la pérédance, c'est-à-dire c'est des groupes qui sont résolument non professionnels, non pas qu'ils
il ne soit pas en dialogue avec des professionnels de toute nature, hein, en particulier les médecins, le système de santé, les interlocuteurs étatiques, gouvernementaux, etc. Mais c'est un dispositif, je pense que vous le savez, où c'est vraiment de la paire et danse entre personnes qui partagent le même problème, donc par exemple la question de l'addiction, et qui vont s'entraider autour de ça. Donc il faut d'ailleurs bien distinguer, parce qu'il y a une sorte de petite d'ensemble hein, qui repose sur l'abstinence et ce type d'approche où le groupe joue un rôle très important, mais il faut distinguer ce que les Américains appellent les fraternités, les fellowships comme AA ou NA, et puis des institutions qui peuvent être des centres de traitement ou des communautés thérapeutiques qui ont importé dans un cadre, lui, professionnel, un certain nombre de pratiques et un modèle ou des modèles, dont le modèle de Minnesota, et qui là, pour le coup, sont des modèles dans lesquels on trouve un encadrement, si vous voulez, professionnel, et avec d'ailleurs un espèce de mouvement de professionnalisation, que ce soit le patient expert ou le counselor, c'est-à-dire des gens qui, à partir de leur expérience personnelle, je dirais, de trajectoire dans l'addiction, transforment cette compétence en compétences professionnelles et font métier que d'accompagner les gens qui sont qui sont dans une demande par rapport à ça. Donc là, le cas particulier des groupes d'entraide, c'est d'être non professionnel. Il doit, je sais pas, alcoolique anonyme ou narcotique anonyme, c'est plusieurs, ça se compte en millions de membres à l'échelle du monde. Il doit y avoir quelques dizaines ou quelques centaines de salariés pour faire tourner ces organisations qui fonctionnent au niveau mondial. La base, elle est strictement non professionnelle, anonyme et bénévole. Et elle repose essentiellement sur la logique de groupe. Et c'est pas simplement une connexion avec le système de santé, même si ça en fait partie et que les groupes d'entraide ne se situent pas à l'extérieur du système de santé, ils s'articulent au mieux avec le système de santé et tous les autres acteurs, mais il y a une visée, entre guillemets, thérapeutique. Alors ces groupes d'entraide n'ont pas vocation à prendre la place ni des médecins ni de la médecine, mais il y a quand même l'idée que par cette entraide, par cet appui mutuel, celui qui a été au bout de l'addiction et qui le vit comme une souffrance, hein, c'est pour ça aussi, c'est encore une autre différence, c'est que c'est pas des groupes qui représentent tous les usagers, ils ne représentent pas, et ils s'intéressent à ces usagers qui considèrent à un moment que la part de plaisir qu'il pouvait y avoir ou de tas d'autres choses, mais disons bénéfiques qu'il pouvait y avoir dans la consommation de drogue, s'est inversé en quelque chose qui devient une souffrance et qui est grossièrement la souffrance addictive, hein, le fait de se voir entièrement mobilisé sur une seule chose et que le sentiment que ça envahisse l'ensemble de la vie et des centres d'intérêt. Voilà, c'est cette souffrance-là qui peut être produite par différents types de substances auxquelles se confondent ces groupes d'entraide. Ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder justement cette face-là, cette dimension collective, cette dimension communautaire qui est très forte. Hein. Donc la base de fonctionnement de ces groupes, de ces fraternités, c'est justement des groupes qui peuvent aller de 5 à 50 personnes. Et aujourd'hui en France, pour ENA, il doit y en avoir 100 ou 150 partout en France, et pour Alcooliques Anonymes encore beaucoup plus. Et donc c'est des lieux qui reposent essentiellement sur la parole, sur l'échange. Hein, chacun il trouve un espace où s'exprimer, où il va être écouté. C'est des lieux d'identification aussi, hein, c'est-à-dire il y a toutes sortes de personnalités, et à un moment, les gens qui sont là écoutent des histoires, écoutent des témoignages, écoutent des parcours qui vont leur parler. Hein, et cette dimension d'identification, elle est centrale. Et puis c'est des lieux où au fond, tout de suite, la personne qui participe à ces réunions, qui souhaite s'y rétablir, devient elle-même, éventuellement, si elle le souhaite, un
une aide et un père pour les autres. Et disons, celui qui a une semaine d'abstinence, il sait des choses que celui qui arrive et qui a 24 heures, par exemple, il sait des choses que celui qui n'a que 24 heures ne sait pas. Et donc, très rapidement, on se trouve en position à la fois d'être aidé et d'aider quelqu'un d'autre, parce qu'il y aura une affinité, parce que il y aura une résonance entre les personnalités, entre les histoires, entre la manière d'appréhender les problèmes. Et voilà. Et donc, cette dimension de père aidance et de groupe, elle est fondamentale. Elle est originelle, je dirais presque. Le AA commence dans les années 30, NA après la guerre, dans les années 50. Et ce modèle où finalement on donne un rôle très important à un autre dépendant pour en aider un autre, c'est né de cette façon-là. Et au fond, on le retrouvera dans d'autres approches. Et c'est par exemple la notion de recovery, de rétablissement, hein, qui est née au sein de ces groupes d'entraide, même à la fin du 19e siècle. On va les retrouver, par exemple, 100 ans après, dans le champ de la psychiatrie, avec le thème du rétablissement et de l'empowerment, dans le champ des psychoses, de la schizophrénie, et il y a une idée aussi qui est très importante. Il y a deux idées. D'abord, pas AA, mais en tout cas Narcotique Anonyme a été sans doute parmi les premiers groupes, institutions à considérer au fond que derrière la variété des produits, drogues licites, non licites, alcool, etc., médicaments, dès lors qu'il est pris dans cette logique addictive, qu'au fond, derrière tout ça, il y avait un ressort qui était l'addiction, et que même si les différences entre les produits restent importantes, quelquefois fondamentales, il y avait quelque chose de commun, et qu'aujourd'hui, on le voit bien, qu'on aborde d'un même plan, d'une certaine façon, la tabagie, l'alcoolisme, le cannabis et les autres drogues, étaient un peu préfigurés par ces approches-là. Puis il y a une deuxième dimension importante qui est, et ça souvent les gens s'accordent à reconnaître cette dimension-là, c'est que ces approches, elles s'adressent à l'individu dans son ensemble. C'est-à-dire, c'est ça un petit peu le sens de cette idée de rétablissement. C'est-à-dire, c'est pas simplement de résoudre un symptôme, hein, mais la prise compulsive de produits, mais c'est de permettre aussi à l'individu, à travers ce jeu d'autosupport et d'entraide, de retrouver un rapport à soi, à sa propre vie, une forme d'épanouissement qui lui convienne, pas obligatoirement qui vienne à la place du produit, mais quand même il y a un petit peu de ça. Et là il y a une dimension globale qui s'adresse à l'individu, à la fois dans sa dimension physique et psychologique et spirituelle, aussi qui est intéressante parce qu'on voit que aujourd'hui on a tendance à cet élargissement, hein, il vaut dans l'ensemble du champ des addictions, au fond, le rôle du social, le rôle du médical, le rôle du psychologique, pris dans un projet d'ensemble de reconquête de sa propre vie quand on est dans ce cas de figure. Ok. Et donc, non, simplement, avant de répondre à vos questions, voilà, je conclus en disant que pour ma part, ça peut peut-être surprendre certains d'entre vous, le fait que quelqu'un qui s'est intéressé au groupe d'entraide comme moi soit membre d'ASUD, que quelqu'un comme moi qui suis plutôt favorable évidemment aux enjeux de lutte contre la prohibition et favorable évidemment aux politiques de réduction des risques, ce qu'on a essayé de faire depuis longtemps avec Fabrice, et ce que Marie Geoffrey avait déjà établi il y a plusieurs années dans ses articles, voilà, c'est de montrer qu'il y a des éléments évidemment de différence, mais qu'il y a beaucoup d'éléments de rapprochement possible entre, je dirais, la dimension communautaire qui caractérise les usagers et celle qui peut caractériser ceux qui se considèrent comme des dépendants en rétablissement. Voilà.
c'est vrai que le chemin a été long, sans doute, avant que AA ou ENA puissent entrer en contact avec les associations domestiques, mais c'est très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'était juste pour ma culture générale. C'est bien le genre d'assaut que l'on appelle des associations néphalistes, il me semble. Oui, c'est un terme effectivement Qui veut dire là, vous posez une colle. Je ne sais pas répondre. C'est quoi les associations néphalistes? Je sais que c'est bien un adjectif qui est employé pour les décrire, mais je n'ai pas l'étymologie en tête. Quelqu'un qui a Google va nous... Abstinence absolue. Tout simplement, d'accord. Oui, et sur cette question d'abstinence, il y a quelque chose sur le plan intellectuel qui est très important, c'est que l'abstinence telle qu'elle est promue dans ces groupes d'entraide n'est pas du tout directement liée à une logique de prohibition. Et d'ailleurs, par exemple, les alcooliques anonymes, donc les États-Unis, c'est un pays qui a mis en place une prohibition de l'alcool et qui, dans sa constitution, a décidé d'abandonner ce projet. AA est très clair et ne s'est jamais engagé par exemple, dans des combats prohibitionnistes. Et il y a toujours eu une distinction très forte entre l'abstinence comme choix individuel personnel, d'une part, et d'autre part, interdit portant sur des produits de manière collective à travers des logiques prohibitives. Et adosser l'un à l'autre est une erreur. Pascal d'Argile, en fait je suis père aidant, président d'un centre de soins d'un CARUS, d'un SAPA et d'un CARUS. En fait ça fait 12 ans à peu près que j'ai monté un groupe d'autosupport au sein du centre de soins où on est à peu près 15, on a fait énormément, on a monté beaucoup de projets, on a un jardin de 700 mètres carrés qui est géré complètement donc dans un centre de soins et ça lie un peu ce que vous dites. En fait, on a vraiment des personnes qui sont ex-usagers, des gens qui sont usagers, etc. Et on est arrivé en 12 ans à faire une cohésion dans tout ça. Et à monter des projets, à travailler beaucoup la déstigmatisation. Là, on a un jardin depuis maintenant 2 ans de 700 mètres carrés, où il y a tout le monde qui gère ça. Vraiment, le groupe de support, tout est décidé par le groupe de support. Et on est en lien avec les passerelles, avec les professionnels. D'ailleurs, dans 2 mois, le groupe de support invite les salariés à passer une journée dans le jardin, avec le barbecue et tout ça. Je trouve que c'est vachement intéressant, aussi l'inverse. Donc en fait, il est possible de faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on commence à le faire sur Strasbourg, sur l'association ETAC. Et je trouve que ça peut être intéressant aussi de ce côté-là. Donc on arrive vraiment à faire, parce qu'en fait, à l'époque, ça fait déjà depuis 12 ans que je traîne dans les débuts, les journées RDR et tout ça. Et en fait, quand je parlais par exemple de soucis qui pouvaient se porter sur la substitution, on balançait sur le narcotique anonyme, alors que j'étais pas du tout chez narcotique anonyme, ou inversement, on me parlait d'être du côté de la suite. Alors qu'on pourrait très bien être à l'écoute, être dans un groupe d'autosupport, être ouvert à tout le monde, quoi. Et il est vrai que la difficulté est la plus grande. Et ce qui est aussi intéressant, c'est d'être intégré dans un centre de soins. C'est une nouvelle approche, bien entendu, c'est quelque chose qui est différent et qui est supplémentaire à tout ce qui existe déjà. Et je trouve travailler comme ça avec des salariés, en fait, il commence à se passer vraiment des choses super intéressantes. Et voilà. Et pour dire aussi que le père aidant, il peut devenir même président d'une association qui comporte un CARUS et un SAPA. Sur la substitution, Ruth, tu disais que les groupes avaient évolué. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent se rétablir dans les groupes d'entraide, par exemple dans ENA, en venant de la substitution. Et on peut considérer que la substitution est un outil intéressant. Et bon, il appartient aux médecins d'en juger. Après, quand il y a des personnes qui ont le sentiment que la substitution reconduit sur la longue durée ce qu'ils perçoivent comme une aliénation, et c'est vrai que ces groupes proposent aussi leur aide dans ce domaine-là par rapport au modèle effectivement du traitement chronique dans lequel quelquefois les personnes elles-mêmes n'ont pas forcément envie de rentrer. Bonjour, Mourad. Alors je suis
consommateurs, dépendants, tout ça comme vous voulez. Alors, je vous remercie pour ce que vous avez dit sur les groupes d'entraide. Je trouve que c'est assez juste, j'en ai fréquenté. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais bien préciser, je ne sais pas si vous l'avez précisé, c'est qu'en fait, dans les groupes d'entraide, quand on travaille dans une salle, on va jeter ce qui est tout à fait normal, tout produit, et aussi tout matériel servant à l'utiliser. Ensuite, madame parlait tout à l'heure d'APT, que je connais aussi. En fait, ça ne fait pas 15 ans qu'ils ont changé d'avis sur les traitements de substitution, ça fait beaucoup moins. Et je comprends aussi que je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait personne ici qui représente un groupe d'entraide. C'est un peu dommage et le problème il est peut-être un peu là. Parce que en fait, c'est tout l'un ou tout l'autre. Et je pense que les groupes d'entraide, pour les avoir fréquentés, ils ne veulent pas entendre, enfin, de ce que j'en sais, hein, et je ne sais pas tout, je suis loin de tout savoir, ils ne veulent pas entendre parler ni de réduction des risques, ni de consommation. Et ça, je trouve que... Ou alors, si vraiment ça commence à changer, mais c'est très lent, et j'espère que ça va aller mieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Je vous remercie. Oui, bonjour, Ezra Daniel, Direction Générale de la Santé. Je voulais vous demander de ce que vous connaissez des groupes anonymes, alors que ce soit AA, NA. Est-ce qu'ils sont, parce que nous on les connaît vraiment très très peu, est-ce qu'ils sont vraiment dans une stratégie simplement de porte ouverte ou est-ce qu'ils font aussi des démarches d'aller vers, parce que c'est quand même aussi... Voilà. Donc c'est la principale vocation de ces groupes d'entraide, c'est effectivement de proposer la solution de rétablissement qui est la leur. Après il y a une certaine façon de fonctionner. Il y a vraiment une dimension démocratique très importante, c'est-à-dire en fait ces groupes d'entraide font très attention à ne pas faire émerger de chefs, de leaders qui occuperaient l'espace de manière inconsidérée. Tout à l'heure, vous évoquiez certaines personnalités qui ont marqué le champ des communautés thérapeutiques à leur début, avec le risque des dérives sectaires et du culte de la personnalité qui peut parfois s'associer à ce genre d'organisation. Une organisation dans laquelle le groupe joue un rôle très important, dans lequel des gens arrivent fragiles, isolés, et dans lequel ils mettent beaucoup d'eux-mêmes dans ce groupe, doit être une organisation qui se donne des garanties très fortes en rapport avec l'argent et en rapport aussi avec le pouvoir symbolique, je dirais. Et donc, les groupes d'entraide font attention à ce que le message de rétablissement soit véhiculé le plus possible, mais sans s'incarner dans des figures salvatrices qui, à un moment, diraient voilà, moi j'ai guéri et vous allez guérir avec moi. Et donc, quelquefois, ça peut manquer d'efficacité, mais sur la longue durée, c'est cette manière les termes même de ces programmes, c'est plutôt l'attrait que la réclame. Donc, il y a une certaine discrétion qui peut jouer quelquefois en défaveur de ces groupes, mais il faut bien comprendre que derrière, ça garantit un espace, microsocial et social sécurisé dans lequel les jeux de pouvoir existent comme dans n'importe quel groupe humain, mais évitent toute dérive, par exemple, sectaire. Non, je voulais juste compléter la réponse en fait. Donc, moi, je trouve qu'ils sont quand même pas mal ouverts, les groupes d'entraide, en allant vers, ils sont allés vers les professionnels de santé, puisqu'au départ, ils s'intéressaient, enfin je veux dire, ils s'étaient totalement séparés. Ils se sont installés dans les services hospitaliers notamment. Et puis depuis quelques années, ils vont aussi, surtout NA, parce que AA le faisait depuis plus longtemps peut-être, ils sont allés en prison. Donc ils ont une demande d'intervention en prison. Ils ont passé une convention avec l'administration pénitentiaire. Et puis plus récemment, alors c'est pas NA et AA, mais c'est la Camerup, fait aussi un travail pour aller vers les médecins généralistes et pour se faire connaître. Pour finir, l'idée même de transmettre ce message de rétablissement est au cœur de la démarche de chaque membre de Narcotiques Anonymes ou d'Alcooliques Anonymes, et c'est porté par chacun d'eux en fait. Bonjour, je m'appelle Hugo. Ça fait une dizaine d'années que je suis investi dans la réduction des risques en festif, en CARUD, et moi je suis soignant sur un service d'hébergement du SAMU social pour les
consommateur de la colline et je te remercie beaucoup pour ta présentation des groupes d'entraide. Je suis membre de Narcotiques Anonymes depuis des années et je veux dire, les deux, un message n'empêche pas l'autre en fait. Moi je me rétablis personnellement et je suis abstinent parce que c'est un choix et j'ai arrêté la substitution et je garde toutes mes valeurs et mes convictions vers la réduction des risques. Je veux dire au niveau des groupes d'entraide et de la fraternité, c'est que en fait il n'y a aucune obligation. Moi je connais des personnes qui viennent depuis 25 ans. Le seul désir c'est de vouloir faire quelque chose de sa consommation, mais quand on parle d'abstinence totale, il n'y a absolument rien qu'à imposer. Pour ma part, ça a été un choix personnel. Je te remercie beaucoup pour ta présentation, c'était très clair et c'était très. Mais il y a des traditions qui préservent et on n'a pas de but et on n'a aucun avis sur les sujets extérieurs, ni sur la substitution, ni sur les traitements psychiatriques, ni sur. C'est juste un groupe d'entraide de quelqu'un qui vient aider quelqu'un qui arrive et qui transmet son expérience et voilà. Merci beaucoup et je fais ce que je veux de mon anonymat donc. Ça me tenait à cœur de te remercier. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole aux deux représentantes de l'association Corps et âme de Toulouse, je crois, qui agit essentiellement en milieu festif. Bonjour, du coup. Alors, on vient représenter Corps et âme, c'est une association d'autosupport qui a été créée en 2006 après un contact avec Technoplus Paris pour monter une antenne sur Toulouse et qui ne s'est pas fait. Du coup, nos deux créatrices de l'association ont monté Corps et âme. Après, Corps et âme, on a comme particularité qu'on fonctionne en autosupport, du coup, en partant vraiment du savoir de chacun, On pense que chaque bénévole a son savoir et qui peut amener sa pierre à l'édifice de la RDR. C'est une asso qui a été montée aussi par des teufeurs pour les teufeurs et qui agit en free party vraiment principalement. On fait très très peu d'événements légaux. Et il y avait aussi une envie d'être acteur du mouvement et de ne pas être juste, comme c'était dit pour Technoplus, de ne pas être juste dans la consommation, venir faire la teuf et repartir. Chacun a une envie de s'investir dedans. Et notre autre grosse particularité, c'est que Corps et âme fonctionne depuis 13 ans sans subvention. On ne reçoit rien de l'État, rien de personne en fait. On fonctionne avec le soutien des associations qu'il y a sur Toulouse, comme Aide, chez qui on a notre adresse parce qu'on n'a pas de local non plus. Le matériel qu'ils nous donnent, Intermed et MDM. Voilà. Et le soutien est aussi financièrement, on s'en sort avec le soutien des sons de système, du public sur la donation. On a été intégré aussi au collectif Midi-Pyrénées sur la RDR. Puis le collectif après s'est étendu sur le collectif Grand Sud, auquel on participe. Corps et âme a participé au Cassoulet aussi, qui était un rassemblement de son système dans le Sud. Là, on fait partie, il y en a un nouveau qui s'est créé, l'OTR, et Corps et âme est aussi dedans. On leur propose des petites initiations RDR, ou de la médiation s'il y a besoin sur les interventions, de discuter avec les forces de l'ordre pour voir ce qu'ils veulent aussi. Les sons, des fois, veulent garder leur anonymat. Voilà. Alors récemment, on a eu un gros turnover au niveau des bénévoles. Tous nos anciens, les créateurs de l'association, sont partis. Du coup, on n'est plus des jeunes. Et on est content parce que l'association continue de tourner, à avoir des bénévoles. Et la notion d'autosupport, on la retrouve encore parce que même s'ils ne sont plus dans le bureau ou quoi, les anciens bénévoles sont toujours là pour nous soutenir ou en cas de problème, nous servir de consultants. On a le dispositif aussi qui a pas mal évolué depuis les débuts, parce qu'au début c'était les sons de système qui passaient les tables, les barnums. Petit à petit maintenant on a notre camion, nos propres matériels, mais on a toujours besoin de l'aide des sons pour les lecs, ce qui va avec, le logo, et voilà, Corps et âme
suit aussi, évolue en même temps que ce que la Free Party évolue, en même temps que les produits, du coup, les produits et les consommations. Au début, c'était très difficile de parler injection ou quoi avec les sons en free, c'était vraiment très très mal vu. Et maintenant, de plus en plus, on arrive à le faire sans souci, nous, en imposant un peu, vu que c'est un mode de consommation qui existe et on est là pour parler de tout. Après, l'autre point positif aussi qu'il y a eu, c'est que Corps et Âme a servi à beaucoup de bénévoles qui n'étaient pas professionnels de se professionnaliser et qui travaillent maintenant en Carude, sur Toulouse ou ailleurs. Et voilà. C'est un choix, un non-choix, un positionnement politique de ne pas avoir de subvention de l'État? Oui, c'est totalement un choix de notre part et on n'en veut pas de subvention, même si pour les locales ou quoi, ça peut être un problème. Et on ne souhaite pas en avoir parce qu'on garde toute notre liberté d'agir sur n'importe quel terrain, d'aller là où on a envie et de ne pas avoir de compte à rendre aussi. Voilà. Et Fabrice Olivier parlait ce matin du changement qu'il y a eu avec Assud au moment où ça s'est institutionnalisé. Et est-ce que ça vous donne une plus grande marge de manœuvre? Et du coup, est-ce qu'on vous pourrait se poser la question de à quel moment les CARUD ou les institutions de réduction des risques pourraient se détacher de l'État, arrêter les subventions pour avoir une marge de manœuvre plus grande? Vous avez 2 heures et 3 pages. C'est pas du tout. Après, je pense que pour un Carude ou quoi, fonctionner sans aide de l'État, ça serait très compliqué parce que nous, on a vraiment. Si on n'avait pas le soutien des assos comme Aide, Intermède, Médecins du Monde ou quoi, on ne pourrait pas fonctionner. Donc je pense que ça serait compliqué pour des Carudes ou quoi de fonctionner sans aide de l'État rien que pour avoir le local. Nous, ça va parce qu'on n'est que en festif. Du coup, un camion pour le matériel, un barnum et les assos qui nous aident, ça nous suffit. Après, si jamais un jour il y avait la volonté au niveau de Corps et Âme de se développer, c'est sûr qu'il faudrait passer par demander des aides de l'État, mais pour l'instant, on souhaite rester comme ça. Ouais. Juste par curiosité, j'aurais voulu savoir combien vous étiez un peu dans le noyau dur, combien de personnes gravitaient autour et combien de sorties vous arriviez à réaliser par année. On doit être sur le noyau dur, on doit être une dizaine, 10-12 à peu près, avec, ouais, en fait, il y a 5-6 qui sont vraiment actifs, et après il y a les anciens que moi je chante aussi, qui font quand même s'ils sont plus vraiment membres du bureau ou quoi, qui restent toujours en soutien et qui restent avec nous. Après des sorties, on en fait plus d'une vingtaine par an. Ça dépend des demandes parce qu'on ne fonctionne qu'à la demande des sons de système. On ne va pas aller sur une teuf si on n'est pas invité. Les sons de système prennent contact avec nous. Sinon, on a des bénévoles disponibles, on y va. Mais on ne s'impose pas sur un événement, même si on voit que c'est un gros truc. On attend vraiment que les sons viennent nous chercher. C'est ça qui nous intéresse. Et ces derniers temps aussi, là, ce qu'on essaye de faire, vu qu'on n'est pas nombreux, c'est d'initier un peu les sons à la RDR, pour que si jamais nous on ne puisse pas venir, eux puissent faire un service, une sorte de service minimum en fait, et pouvoir assurer un peu de RDR sur leur teuf, au moins distribuer du matériel tout en sachant ce que c'est. Voilà. Moi j'ai envie de poser une question parce que je me rappelle au début de Technoplus, ça n'avait pas toujours été très simple. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec, je sais pas, la police, la justice ou les institutions? Non, on n'en a jamais eu. Je demande. Je suis même pas sûre que les institutions savent vraiment qu'on existe. D'accord. Moi, je voulais savoir si, moi quand je fais des interventions en festif, il y a une dizaine d'années avec Ed, on avait énormément de mal à avoir des kits avec des seringues sur le stand. Nous c'était pas la police qui nous emmerdait, c'était vraiment les organisateurs. Et on voulait savoir ça, et puis au niveau du testing, s'il y avait des choses en cours, des perspectives d'évolution à ce niveau-là, j'ai pas trop suivi. Alors, nous, pour ce qui est du matériel d'injection et tout, on a certains sons de système qui ne veulent pas
qu'on mette les kits plus. Du coup, on a trouvé un compromis, on met les dasseries, on met la boîte jaune. Au moins, les gens comme ça, visuellement, ça choque pas ceux que ça pourrait gêner. Et les usagers savent que si on a mis ça, c'est qu'on en a. Du coup, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et pour le testing, nous, corps et âme, on ne le fait pas. Mais on travaille avec Médecins du Monde Toulouse qui, eux, le font. Et ont tout le matériel. Du coup, de temps en temps, quand ils sortent, Médecins du Monde, quand ils sortent sur Toulouse, la région avec nous, ils sortent pour faire le testing. Et nous, on fait vraiment que la RDR. Peut-être on va rester dans un sujet assez proche. Je te passe la parole. Alors, moi, j'avais peur de casser l'ambiance en fait quand on m'a demandé d'intervenir. Je n'ai pas partie de Not For Human, mais on m'a demandé de raconter le rendez-vous manqué de Not For Human. Moi, je suis Fabrice. En fait, j'ai commencé mon engagement, on va dire, dans la réduction des risques il y a à peu près 20 ans, 99, par le biais de Technoplus. C'est pour ça que je connais bien, très bien le milieu festif. Je fais encore partie de cette association. Puis après, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler à Sud, à la FR, et voilà, jusqu'à encore aujourd'hui. Donc des associations essentiellement, éminemment, intrinsèquement communautaires dans l'autosupport, dans leur ADN. Enfin, vous avez bien compris, l'idée de la démarche, c'est qu'en fait, c'est les personnes concernées qui ont le pouvoir dans ces associations et qui mettent en place les services dont elles ont besoin et qu'elles ont envie d'avoir pour elles-mêmes. Ces dernières années, je me suis plutôt occupé de ce qui me passionne, parce que c'est par ailleurs aussi mon métier, c'est ce qu'on peut faire sur Internet en termes de réduction des risques. Alors là, on a parlé beaucoup ARS, territorialisation, etc. Moi, le monde dans lequel je vis aujourd'hui, en fait, tout ça, ça n'existe plus. En fait, les drogues, elles viennent de partout, on les achète en Chine, elles arrivent dans ma boîte aux lettres ici. Pareil pour le matériel de réduction des risques, les informations, c'est Heroweed aux États-Unis qui les a faites, d'autres communautés les font, sont francophones à droite. Donc en fait, ce monde-là, pour moi, je ne suis pas macroniste, mais c'est l'ancien monde en fait dont on parle aujourd'hui, malheureusement. Et voilà. Et quand je vois le système tel qu'il est en place, je me suis posé la question pourquoi depuis Not For Human. Alors après on parlera peut-être des autres. Mais Not For Human, donc c'est à la base un volontaire de Technoplus, quelqu'un qui est venu frapper à notre porte et puisqu'il cherchait une association de santé communautaire sur l'usage de drogue, mais qui n'était pas du tout dans le milieu techno. Il n'y en a pas 36 et il a tapé à la porte de Technoplus, c'était pas son truc. Mais il s'est dit, voilà, moi je fais partie d'un forum qui s'appelle psychonote.com et nous on a d'autres pratiques, on a des produits qu'on achète sur des shops en ligne. On fait de la RDR à distance par les forums. Avec certains, c'est devenu mes amis. Je leur écris tous les jours, on chatte ensemble, on s'appelle, on a commencé à faire connaissance. Et donc, ce gars-là, c'est Sébastien Herbeau, et il a vraiment toute mon admiration. Il a décidé de créer une association et de faire que ces rencontres virtuelles deviennent un peu plus physiques et que les personnes motivées, il les a invitées à suivre dans cette aventure. Ça, on était en 2007, donc je ne sais plus exactement quand est-ce que l'association, enfin juridiquement, s'est créée. Et on parlait pas encore des NPS, médiatiquement, c'était pas connu, mais en tout cas, il y avait un certain nombre d'usagers pour qui c'était extrêmement fréquent. Voilà, c'était déjà bien ancré dans l'actualité de cette nouvelle génération Internet. Donc, il a rassemblé autour de lui des personnes, mais qui ont toutes des talents incroyables. Alors, je pense à Léo Manin, qui a une connaissance chimique des drogues qui surpasse, je pense, la plupart des docteurs en chimie, malgré toutes leurs études. Des personnes qui ont une qualité d'empathie et de compréhension des problèmes, qui peuvent vraiment faire de la réassurance en ligne et répondre, enfin voilà, des vrais talents. Et cette association, donc ce matin, on vous a raconté l'histoire des pionniers. Alors moi, cette histoire, quand je suis arrivé il y a 20 ans, on me l'a raconté aussi, et je me dis, waouh, c'est incroyable. Alors, et puis là, je ne connaissais pas la médecin de la division SIDA, enfin, waouh, des fonctionnaires qui vont signer illégalement des circulaires budgétaires, des infirmiers qui vont donner illégalement des seringues. À cette époque-là, je me dis, c'est incroyable toute cette militance. Et depuis, en fait, j'attends que ça se reproduise. Je me demande où sont les courageux militants. Alors, l'urgence du SIDA n'est pas là. Et donc, je m'étais dit, bah tiens, il y a Internet, il y a quand même un nouvel enjeu, il y a des drogues que personne ne connaît, parce que bon, quand Technoplus est arrivé, il a fallu juste aller un petit peu fouiller ce qui existait déjà dans la recherche médicale militaire. Le MDMA, c'est 1915. Enfin, voilà, finalement, les nouveaux produits qu'on appelait à l'époque, ils n'étaient pas si nouveaux que ça.
Not for Human, eux, ils arrivent avec des research chemicals qui sont des molécules brevetées ou même pas, et qui sont totalement nouvelles, artificielles, créées, et puis elles vont être consommées. Donc en fait, la production du savoir, déjà, elle vient des usagers, et du savoir vraiment médical. On a des nouvelles pratiques, des pratiques plutôt parfois solitaires, pas forcément récréatives. On est dans le psychonautisme, c'est pas nouveau, mais en tout cas, le fait que ce soit massifié et on va dire transnationalisé par le biais d'Internet, ça c'était un peu nouveau. Et puis on est sur des nouvelles modalités d'approvisionnement avec des shops en ligne qui sont notés, c'est-à-dire une forme de connaissance et de confiance qui commence à se faire vis-à-vis des revendeurs, un travail qui peut se faire aussi avec eux, c'est-à-dire c'est plus comme ça vite fait au coin de la rue, ou dans une free party où on ne voit plus jamais après parfois la personne. Et je me suis dit, bah tiens, il y a peut-être un petit peu le moment magique qu'on attend, c'est-à-dire ce moment magique qui a été raconté sur un peu l'histoire des groupes type Asud ou Act Up. À un moment donné, il y avait des circonstances particulières qui m'ont amené à l'émergence web, hein, bien sûr, qui est l'ancêtre commun, ou Technoplus, qui arrivait avec cette déferlante techno, cette médiatisation, cette crainte d'un tel espace. Là, avec Internet, je me suis dit, il y a ce moment magique qui va arriver et on va avoir l'émergence d'une grande nouvelle association de santé communautaire, etc. Et donc forcément, les personnes qui sont au plus près des usages, donc les associations de santé communautaire en premier, ont vu cette initiative Not for Human se faire. Donc nous, on a été les premiers à se dire, apprenez-nous, c'est quoi ces produits? Nous aussi, on se rend compte qu'il y a des arnaques, des produits qu'on ne connaît pas qui sont vendus pour de la cocaïne. Et donc, ils nous ont formés, et puis petit à petit, on s'est dit, on va les aider, ils sont structurés en association, ils ont envie d'être financés, ils ont envie d'être soutenus, ils veulent structurer leur organisation. Donc, on les a invités à l'époque dans différentes colloques, je travaillais à la FR, on les a montrés, entre guillemets. Voilà, ils ont suscité l'admiration de tout un tas de professionnels, d'experts, de personnes qui sont dans les administrations, à la MIDK, à la DGS, et qui sont venus, mais ces gens-là, c'est vraiment incroyable tout ce qu'ils savent sur les drogues, quoi. Enfin, ils ont été bluffés, puisque les RC, personne ne connaissait toutes ces histoires aujourd'hui, voilà, le fentanyl, la méphédrone, tout ça, c'est peut-être un peu plus connu, mais là, il y avait vraiment quelque chose de nouveau. Et donc ces dernières années, j'ai essayé de plaider en faveur d'une déterritorialisation de la réduction des risques pour qu'on puisse financer des actions par Internet, qu'on puisse faire de l'intervention à distance, que l'on puisse soutenir des associations communautaires de ce type-là. Et à chaque fois, on m'a dit, le projet est très intéressant, mais le cadre ne s'y prête pas pour X raisons. Oui, c'est les territoires, non, Internet, on ne sait pas trop, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que c'est valide, est-ce que, les trucs qu'on peut entendre habituellement, c'était finalement les mêmes arguments un peu d'une certaine façon que la salle de consommation. Et ça n'a pas eu lieu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'en voulant aider peut-être Not for Human, en fait, on avait desservi la santé communautaire. Et Anne l'a très bien dit ce matin, Anne Coppel, c'est que tout le système entier est fait pour vampiriser et annihiler d'une certaine façon la santé communautaire. C'est-à-dire que le système aujourd'hui de politique des drogues ne peut pas se passer de cette innovation que représente la santé communautaire, qui vient bousculer les pratiques, qui est aux avant-postes des nouvelles pratiques, des nouveaux usages, des nouveaux produits, des nouveaux besoins des consommateurs. Le système ne peut pas s'en passer, mais en même temps, il ne veut pas lui donner le pouvoir nécessaire de sa pérennité. Et ça, c'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement, injuste, parce qu'on a beau parler des usagers, des consommateurs, de la santé communautaire, elle n'existe pas. Pour préparer cette intervention, pour m'en assurer que ce n'était pas juste une vue de mon esprit, j'ai cherché le mot santé communautaire sur les 20 dernières années, n'apparaît dans aucun plan national ou gouvernemental, ni dans les plans nationaux de santé publique. Au mieux, on va citer que les intervenants communautaires peuvent être, des personnes issues des associations de santé communautaire peuvent être intervenants, mais sous tutelle de structure, on ne sait pas trop, puisque de toute façon, le secteur médico-social qui est institutionnalisé, il n'est pas communautaire. Et donc voilà, c'est ça aussi le système dans lequel on est. Donc évidemment, c'est dommage. Et puis, Not for Human, c'est une association comme une autre. Au bout d'un moment, les gens s'épuisent. Et puis la dynamique associative, si elle n'est pas soutenue d'une certaine façon, elle meurt, elle s'éteint ou elle rentre en veille. Il y a différentes façons d'arrêter. Elle se décourage, tout simplement.
Alors après, on peut voir le verre à moitié plein. On peut se dire, bah, ils ont mis en avant une certaine façon d'intervenir, ils ont infusé, diffusé au sein des professionnels, ils ont fait changer un certain nombre de pratiques, et on voit bien que le message est passé, hein, puisque ce matin, dans le discours d'introduction de la Fédération Addiction, toute la reconnaissance envers ces structures communautaires y était. Mais quel est l'état de santé de ces structures? C'est assez inquiétant. Le Forum Psychonautes, qui est modéré bénévolement, a eu pareil, des turnovers dans leur équipe et des graves problèmes de gestion technique. Corps et âme, qui est toujours là, mais qui est un peu l'exception, sans subvention, qui confirme cette règle. C'est vraiment parce que ils rencontrent des gens géniaux qui sont prêts à s'investir, mais il y en a plein d'autres de rendez-vous manqués. Et moi, je me suis fait une petite liste, et je me suis dit aussi, mais alors évidemment, je ne veux pas rentrer dans le truc morbide, c'est pas du tout comparable au sida à cette époque-là, mais les gens mouraient, mais aujourd'hui, c'est des associations de santé communautaire qui meurent dans l'œuf. Et moi, de ma propre connaissance personnelle, sans faire une étude ou quoi, je me suis demandé combien d'associations, depuis 20 ans que je fais de la réduction des risques, sont mortes-nées comme ça, ou parfois ont pu grandir un peu. Et j'ai une liste de 25 associations. Alors, je pense à Première Ligne, alors à Sud-Loire et autrement RDR, l'Empref, Oxygène, Préventeuf Basse-Normandie, Agoratech, Ludique, Don't Panic, l'AFR, Not for Human, AV1, PrefTech, enfin voilà, je pourrais vous en égrener plein, des associations, des dynamiques communautaires qui n'ont pas pu être soutenues parce qu'il n'y a pas de système en France pour les soutenir, tout simplement. Donc à Technoplus, quand on frappe à notre porte, déjà nous on galère chaque année, on ne sait pas si on va continuer à être financé. C'est pareil pour Assun, j'ai travaillé dans ces deux structures, c'est chaque année extrêmement compliqué. La preuve, les Égus n'ont pas eu lieu pendant 4 ans, ils sont aujourd'hui adossés à une béquille addictologique. C'est vraiment symptomatique du problème dans lequel on est aujourd'hui. Donc voilà, donc, on m'a demandé de casser l'ambiance, j'espère que j'ai bien réussi. C'est parfait. Mais du coup, c'est pour que les projets qui vont être présentés après, c'est pour que vous les acclamiez encore plus, parce que c'est difficile de faire de la santé communautaire aujourd'hui. Alors peut-être que l'an prochain, Asud sera un service patient dans un laboratoire pharmaceutique, peut-être que Technoplus sera partie du groupe SOS, mais l'avenir qui nous attend, si on ne fait rien, c'est tout ça. Ou alors, on va crever dans les associations. Et on va rater des coches comme le rendez-vous de Not for Human. Donc voilà, et puis petite anecdote, j'avais envie, je ne sais pas s'il est encore là, Tim, il a parlé ce matin de son exemple sur la plage, personne n'apprend à nager. Je disais, mais en France, en fait, on n'a pas besoin de nous apprendre à savoir à nager. En France, il y a des professionnels, sauveteurs, secouristes qui nous disent là où il faut aller nager. Et si on crève entre les bouées, là on vient de sauver. Et si tu es en dehors des bouées, tu te démerdes. Donc en fait, c'est ça la mentalité en fait en France. Voilà, merci. Questions, réactions, jet de billets. Je voulais avoir une réaction. Je me suis engagé récemment dans le développement d'une association autour des patients experts. Et ce matin, il y a eu une discussion autour de ça. À l'époque, à la grande époque historique que vous avez narrée, de comment à un moment les gens avaient été... on avait demandé des diplômes, des garanties, etc. Et donc, tout en étant favorable à cette notion de patient expert, j'y vois aussi un risque, c'est-à-dire que c'est de faire rentrer cette expertise de l'usager, qu'il soit usager des produits ou qu'il soit usager du système de santé, mais l'intégrer complètement dans le dispositif. Et donc, effectivement, perdre quelque chose de l'ordre de cette dimension proprement communautaire. Et donc pour moi c'est important je comprends très bien qu'il y ait des gens qui veulent transformer leur expérience en métier et s'ils font ça à plein temps, et c'est normal qu'ils soient salariés, qu'ils puissent en vivre. Mais je pense que la dimension d'entraide, la dimension associative, elle doit rester légitime et éventuellement financée dans un certain nombre de cas.
parce que voilà, il y a quelque chose de spécifique et qu'à un moment, ben, si on devient patient expert, enfin, j'entends plus expert que patient, par exemple, dans ce titre-là. Il en faut, mais je crois que c'est important de garder aussi des gens qui parlent d'abord depuis leur expérience personnelle. S'il n'y a pas beaucoup de questions, c'est j'ai encore du temps de parole. Oui, alors l'histoire des moyens financiers elle est évidemment cruciale, mais c'est aussi l'histoire de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous êtes financé, même si vous avez des conventions avec l'État ou une collectivité, aujourd'hui, pour le travail en festif, celui que je connais, les secouristes ne connaissent pas votre travail. Et alors, bon, c'est pas propre aux communautaires, les CARUT vivent la même chose, le médico-social, mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas votre savoir-faire spécifique de ce que vous venez faire dans cet événement et pourquoi vous êtes là. C'est la même chose avec les forces de l'ordre, c'est la même chose en fait avec tout un tas d'acteurs qui ne sont pas sensibilisés à la réduction des risques, et encore moins quand on leur dit qu'on a délégué, puisqu'on va parler d'opérateurs, on a délégué le rôle d'opérateur aux personnes qui sont censées être les bénéficiaires. Et ça, pour la plupart des corps de métier dans lesquels on est, c'est pas nouveau. Alors, on peut leur reprocher leur manque d'ouverture d'esprit, mais en même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir à ce moment où l'État ne leur a pas dit, voilà, c'est comme ça, il y a des opérateurs qui sont des consommateurs de drogue et qui rendent un service de santé qui peut être de l'entraide, du curatif. Quand on fait du débat de tripage en teuf, c'est du curatif. Il y a un savoir-faire là-dessus qui est extrêmement important et développé dans les associations communautaires. Voilà, donc là, il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses à faire là-dessus. Fabrice, qu'est-ce qui se passerait si la santé communautaire venait à dépérir en France de par cette hypocrisie française? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir tes jolies prédictions plus de santé communautaire en France autour de l'usage de drogue en tout cas? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, si on veut aller plus loin dans le raisonnement, c'est que l'usage de drogue ne disparaît pas. Donc les usagers de drogue, ils sont bien quelque part, ces fameux usagers cachés. Pour la plupart, je pense que vous en faites partie. Les premiers aigus, c'était les états généraux de la substitution. On pourrait dire que là, nous sommes aux états généraux des usagers salariés du médico-social. Donc, non, mais ils sont quelque part. Donc, en fait, en termes de réduction des risques, peut-être que ce serait pas si mal. On peut prendre l'exemple de la Suisse. Dans 2 semaines, il y a un programme en Suisse qui est fortement alléchable dans un système où la santé communautaire est quasiment absente. C'est entièrement professionnalisé. Pourtant, on va y parler de quoi? On va y parler d'une étude de marché sur la légalisation de la cocaïne dans le canton de Vaud. On va parler des 20 ans de l'analyse de produits en équipe mobile festive, analyse quantitative, quantitative séparative en laboratoire ambulant, manipulé par des professionnels et financé depuis plus de 20 ans, alors que nous, on est super contents avec Technopus, on va avoir un spectromètre normalement cette année, mais il y en a qui sont en avance de nous d'une vingtaine d'années. Donc peut-être que si on avait un secteur professionnel qui serait suffisamment en veille sur les sujets, en Suisse, petite parenthèse, ils vont faire intervenir Tripsit, qui est l'association anglo-saxonne transnationale, mais plutôt britannique, qui fait de la réassurance et de l'écoute active 24 heures sur 24 en ligne bénévolement via chat. Donc vous êtes chez vous, vous prenez des prods, vous bad-trippez, si vous avez le réflexe d'aller sur Tripsit et vous parlez anglais, vous pouvez avoir des gens. Enfin, ces genres de services-là, en fait, il faudrait mettre en place en France. Ils vont faire intervenir ces gens-là. Donc, s'il y avait une forte politique RDR, peut-être qu'on en serait, on pourrait se comparer à la Suisse. Mais bon, quand on voit que déjà, on regarde leur salle de consommation comme des ovnis et puis que nous, ça prend 3 plombes à faire, moi, je suis assez pessimiste, mais peut-être qu'on le fera avec beaucoup de retard. D'ailleurs, c'est assez frappant sur ces histoires de dates. Moi, j'avais regardé, mais en gros, la santé publique, elle a 20 ans de retard, ou plutôt, au début, j'avais mis la démarche communautaire à 20 ans d'avance. Après, je me suis dit, mais non, elle n'a pas 20 ans d'avance. En fait, les usagers concernés, c'est sur le moment où ils ont un problème qu'ils vont essayer de le résoudre. Donc, en fait, eux, ils le font au bon moment. C'est derrière que ça ne suit pas. Et donc, quand on voit que AIDS se crée en 1984, mais que la loi de RDR sur les risques infectieux arrive en 2004, que Technopus naît en 95, mais que c'est qu'en 2016 qu'on sort la loi des risques infectieux et qu'on fait de la RDR, l'analyse de produits, qu'on le met au même niveau en termes de santé publique et qu'on le sort de cette préoccupation, et qu'on voit qu'en 2001, donc il y a psychonote.com qui se crée et
il n'y a pas de loi en fait, c'est normal, ça fait pas encore 20 ans, donc il faut attendre que ça passe. Peut-être qu'on aura une déterritorialisation des actions et qu'on pourra faire de la RDR en ligne, je sais pas, en 2021. Si voilà, tu voulais une prédiction, en 2021, on fera de la réduction des risques en ligne si la suite continue comme ça. Voilà, bon, sur le secteur répressif, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire on a une loi qui se durcit, on en a parlé ce matin, 70, l'obligation de soins, 2005, la loi stupéfiants et accidents mortels, et puis là aujourd'hui, on a l'amende forfaitaire délictuelle, donc on va vers cette fameuse tolérance zéro où on va aller de plus en plus facilement à réprimer sans passer par la voie de justice, en fait, tout simplement. Voilà, c'est peut-être ça qui nous attend. Avec l'amende délictuelle pour fabriquer encore plus de récidivistes, puisque c'est quand même un échelon qui s'ajoute. Merci. Alors bonjour, Faiza, je fais partie du village de santé, on est sur le bassin grenoblois. Alors nous on a un centre de santé communautaire et effectivement comme nos camarades nous ne prenons pas de subventions particulières non plus, on tourne avec ce qu'on a au niveau du centre et puis les subventions de l'ARS parce qu'on a un fonctionnement qui est très très particulier, on est en autogestion. Donc en fait on fait tout nous-mêmes, on va prendre toutes les décisions ensemble. On est 14 professionnels de santé à travailler dans ce centre, des médicaux, paramédicaux et sociaux. En fait nous on va jouer sur notre accueil. En fait on trouve que la première chose que les gens vont voir en fait en passant le pas de la porte, c'est l'accueil. Donc nous on va jouer là-dessus sur le fameux accueil inconditionnel où il se passe beaucoup de choses en fait, beaucoup plus de choses que dans un cabinet médical et voilà donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça. Alors Faiza n'a pas du tout l'habitude de parler devant autant de gens, donc c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, on va essayer de prendre un peu la suite. Tu me dis ce que je veux parler. Du coup, l'idée de départ de ce projet, c'est qu'on est 5 personnes, 2 avoir refusé de finir nos études de médecine, parce que refusé d'avoir le pouvoir qu'on voulait nous donner, et 3 qui ont décidé de les finir. À ce moment-là, en ne sachant pas trop pour en faire quoi, et puis on se réunit un jour à Grenoble et on se dit qu'il faut qu'on monte notre structure parce en tout cas pour les 3 personnes qui ont décidé de la finir, elles ont bien compris que c'était plus possible. En tout cas, qu'on était d'accord à 5 sur quelque chose, c'est que dans les médecins qui peuvent se dire potentiellement sur des idées de gauche, il y a un peu 2 parties. Il y a ceux et celles qui disent que on va utiliser ce pouvoir on a du pouvoir, prenons-le et faisons du bien aux personnes qu'on recevra. Voilà. Et nous, on était un peu dans la deuxième partie, à se dire comment en fait, on arrête dans ce pays d'avoir des médecins qui ont autant de pouvoir. Comment on essaye de pousser à une destruction de la violence et du pouvoir qu'ont les médecins en France. Ils les ont évidemment dans beaucoup de pays dans le monde, mais en France, ils ont un pouvoir qui est encore plus important, en tout cas selon nous. Et du coup, on se dit comment on va créer une structure dans un quartier populaire où on va pouvoir essayer de penser une réflexion sur les parcours de soins, sur les parcours de santé et sur un lieu refuge et sur un lieu d'écoute où cette question du pouvoir médical serait mise à plat et vraiment réfléchie. Alors que nous, pendant à peu près toute notre formation, on nous a donné ce pouvoir et on nous a appris à l'utiliser. On nous a appris aussi à penser qu'il ne fallait pas vraiment écouter ce que les gens nous disaient, qu'on savait mieux que ce qu'il fallait. Et on nous a aussi appris, et c'était ça peut-être le point de ralliement à notre questionnement sur le fait de s'installer en quartier populaire, qui était que on nous donnait le pouvoir, en tout cas, de mépriser la violence sociale et d'utiliser des médicaments, des substances, alors pour là des substances licites dans ce cas-là, mais qui permettaient à ce que l'organisation politique de l'utilisation et de la destruction des corps des gens que l'on reçoit, qui est une utilisation méthodique, affirmée, continuelle, journalière,
cette utilisation et cette destruction des corps, nous, en tant que médecins, ce qu'on nous demandait de faire, c'était de réussir à mettre en place des parades médicamenteuses qui fassent qu'on puisse continuer à utiliser, à détruire ces corps le plus longtemps possible. Du coup, à ce moment-là, on a décidé d'aller, pendant 3 ans, on a décidé d'aller rencontrer les gens de ce quartier, d'aller monter dans les tours, d'aller boire le thé, d'aller discuter, de comprendre les enjeux, les problématiques. Alors, évidemment, on avait quand même lu quelques livres, donc la question sociale de ce qui se passe dans les quartiers populaires, on n'a pas été grandement surpris par ce qu'on a appris à l'intérieur. Par contre, on a déjà appris à rencontrer des gens, à commencer à créer, hors de la question du soin, des connivences, à créer aussi des manières de se parler, à créer un environnement d'où a pu naître un peu plus tard, quand on a fini par ouvrir pour en tout cas une partie des habitantes et des habitants de ce quartier, une forme de confiance dans ce qu'on allait peut-être mettre en place dans ce centre. Puis quand on a ouvert, il y a maintenant 2 ans et demi, enfin avant d'ouvrir, on a décidé, bon ben maintenant, de ce constat-là, avec les habitantes et les habitants, on va discuter aussi de alors comment on met en place un centre de santé qui soit au plus près des envies des gens et surtout qui essaye de ne pas reproduire des discriminations, des dominations, des violences médicales. Et du coup, on a beaucoup discuté aussi avec les habitantes et les habitants de ça. Et une des choses les plus importantes qui nous a été effectivement donnée, c'est la question de l'accueil. Du coup, le centre est configuré sur un café accueil où les gens peuvent venir quand ils veulent boire le café, le thé, voilà. Et qui ouvre sur un certain nombre d'espaces, qui sont des espaces plus ou moins collectifs, avec plus ou moins différents types de professionnels. Nous, l'équipe professionnelle, aujourd'hui, on est 14, on fonctionne en salaire égalitaire, en autogestion, mais on est bien d'accord, parce que je sais que les questions vont venir potentiellement, en autogestion professionnelle de notre outil de production. Donc 14 professionnels qui discutent de comment ils veulent faire avancer ce centre. Et de l'autre côté, on se considère aussi comme un service public. Et du coup, même si on ne l'est pas du tout, hein, on est une association, et voilà, mais on considère qu'on devrait être un service public. Et que du coup, les usagers et les usagères de ce service public ont non seulement un droit de regard, mais aussi un droit de questionnement, et aussi, et surtout, un droit de décision sur ce qui se passe dans le centre. Du coup, voilà, on fonctionne un peu sur ces 2 jambes qui, la plupart du temps, marchent ensemble. Des fois, ça ne marche pas exactement comme on voudrait. On avance aussi petit à petit. Mais voilà. En tout cas, nous, on considère à notre niveau que pour pouvoir avoir accès à des formes d'organisation, il faut avoir aussi accès, en tout cas, ne pas être en survie continuelle dans sa vie pour commencer à pouvoir réfléchir à des questions qui sont des questions d'organisation, de comment on s'organise collectivement pour faire valoir des droits. Et qu'aujourd'hui, la violence politique qui a lieu sur une grande partie de la population française et aussi à cet endroit que sont les quartiers populaires, entraîne des personnes qui, pour nous, dans un premier temps, ont besoin de s'asseoir et de dire où ça va mal, où ça va pas, et de se sentir la légitimité de dire que la violence sociale, la violence des discriminations, la galère continuelle, le mépris continuel qui leur est fait, font que là, elles ont besoin de s'asseoir et juste à un moment de pleurer, d'être en colère, de discuter. Voilà. Dans un premier temps, il y a cet élan-là. Nous, on espère, on commence à le voir au bout de 2 ans, que passer ce moment où les personnes, elles s'assoient et d'une certaine façon, on les accompagne vers où elles ont envie de se relever. À partir de ce moment-là, il se passe quelque chose qui permet aussi à ces personnes de commencer à s'imaginer s'organiser ensemble, à s'imaginer faire valoir leurs droits, à s'imaginer se battre pour leurs droits. Et du coup, voilà, c'est un peu... En tout cas, on a l'impression d'être un peu des porteuses et des porteurs de valises, d'être un peu dans un questionnement comme ça. Et la santé communautaire, nous, on la voit, en tout cas à notre niveau, comme... En tout cas, dans la santé communautaire, il y a la définition de l'organisation collective par les usagers, par les premières et les premiers concernés. Mais il y a aussi quelque chose qui est pour nous fondamental, c'est comment les déterminants sociaux
impactent la vie des gens, et le corps des gens, et les maladies des gens. Et juste pour finir là-dessus, sur ça, quand on a dit ça, on peut se mettre d'accord avec énormément de monde là-dessus. Après, on n'a rien dit si on n'a pas dit qu'est-ce que c'était les déterminants sociaux qui détruisaient la vie des gens. Qu'est-ce que c'était les politiques qui venaient détruire le corps des gens quotidiennement? Qu'est-ce que c'était le travail pénible? Qu'est-ce que c'était le pouvoir des médecins sur ces corps-là? Et du coup, c'est là-dessus que nous, on essaye de faire valoir en tout cas une position qu'on souhaite radicale dans le sens que ça prend à la racine des choses. La racine des choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a des politiques qui sont mises en place qui détruisent la vie des gens quotidiennement. Voilà. Ça, c'est la racine des choses. Et du coup, si on veut faire valoir des choses là-dessus, par rapport à ce que j'ai entendu dans cette table ronde ce matin, j'ai l'impression, effectivement, que peut-être il y a une forme... en tout cas, historiquement, à un moment, il y a des personnes, des premières et des premiers concernés, des gens qui voulaient aider ces premières et ces premiers concernés, qui ont réussi, dans un contexte socio-historique, à faire peur à d'autres personnes, et qu'effectivement, il serait de bon ton de continuer à réussir à faire un peu peur aux institutions pour que peut-être elles prennent plus en considération les démarches de santé communautaire, les démarches des premières et des premiers concernés aux endroits où ces premières et ces premiers concernés sont attaqués. Bonjour, David Martin-Milo. C'est la première fois que j'entends ce point de vue-là hors de chez nous. Je viens du Québec, en fait. J'ai eu la même réflexion que vous, à savoir comment est-ce qu'on peut revoir le rôle du médecin dans la société. J'ai fait la médecine, j'ai été de ceux qui ont terminé pour essayer de changer les choses de l'intérieur. Je voulais savoir si vous aviez des stratégies plus macro. De notre côté, on essaie de voir au niveau des syndicats, au niveau des ordres professionnels, au niveau des fédérations, pour faire les déterminants, en fait, donc d'aller plus en amont. Est-ce que vous aviez des idées comme ça pour justement avoir encore plus d'impact au niveau micro, au niveau terrain, dans vos actions? Puis bravo pour vos accomplissements. Je vais répondre vraiment de façon courte, parce que ça pourrait demander... mais je crois qu'en tant qu'étudiante et étudiant en médecine, on était un groupe de personnes globalement en France, et d'ailleurs c'est bizarre, on se retrouve par la création de centres de santé communautaires comme celui-là à plusieurs endroits de la France. On commence à faire un tout petit réseau entre Toulouse, la Grande Sœur, la case de santé qui a ouvert il y a maintenant 10 ans, mais il y a nous qui avons ouvert il y a maintenant 2 ans et demi. Il y a un nouveau centre qui est né dans les quartiers nord de Marseille en janvier l'année dernière. Il y a d'autres centres qu'on aide à ouvrir en ce moment, et du coup on commence à... Et bizarrement, on se retrouve dans ces centres un peu toute cette communauté d'étudiantes et d'étudiants en médecine qui, très tôt dans leurs études, en France, ont commencé à se dire qu'il fallait aller s'instruire ailleurs qu'à la faculté. Et du coup, là-dessus, je pense que on a eu, en tout cas pour ma part, et pour peut-être les personnes qui sont médecins et qui travaillent dans le centre en ce moment, on a mis beaucoup d'énergie pendant 3 ans, 4 ans, là-dedans, dans le macro, dans comment on révolutionne les études de médecine, comment on pousse les étudiants à aller voir ailleurs, à faire autre chose que leurs études médicales pour qu'ils comprennent un peu la situation de la vie des gens qu'ils allaient soigner après. Et voilà. Et aujourd'hui, plutôt, on a décidé d'être à notre petit niveau, à notre petit endroit, de faire avec les gens du quartier Village 2, au fin fond des Chirolles, là. Et c'est là-dedans qu'on s'y retrouve, et pour l'instant, on n'a pas forcément envie de réfléchir pour l'instant à des choses macro, même si on aime bien quand on est invité venir intervenir, mais pour l'instant, ça nous demande déjà beaucoup de temps et beaucoup de travail d'essayer de penser l'organisation de ce petit centre à ce petit endroit. Est-ce que ce positionnement assez radical et assez franc envers le statut de médecin et cette remise en question du statut de médecin ascendant vis-à-vis du patient, ça vous a causé des bâtons dans les roues? Est-ce que des politiquement ou des médecins se sont opposés à ça, tant dans l'ouverture du centre communautaire que dans le fonctionnement? Et puis ça s'adresse aussi à toi. Comment ça se passe du coup au Québec? Je pense qu'on vit dans un moment, alors peut-être une courte période,
où la forte désertification médicale, c'est appelé comme ça, mais enfin, là on pourrait aussi en parler longtemps. On est un des pays où il y a le plus de médecins par habitant. Du coup, il n'y a pas de problème de désertification médicale. Pour nous, il y a un problème de qui a le droit de faire des soins dans cette société. Et bizarrement, dès qu'on essaie que des infirmières prennent plus de pouvoir, des sages-femmes prennent plus de pouvoir, comme c'est le cas dans plein de pays d'Europe, en France, il y a une levée de bâton des syndicats de médecine libérale. Et il faut des années de lutte pour réussir à ce qu'une orthoptiste ait le droit de faire un fond d'œil. Enfin, voilà. Mais du coup, dans ce moment-là précis, il y a des zones, alors des zones rurales et aussi des zones urbaines où il n'y a plus personne, il n'y a plus de médecin. Du coup, à cet endroit, quand nous on arrive avec notre projet, on a beau être jeunes, les institutions nous regarder un peu bizarrement, à un moment elles se disent quand même, ces personnes elles vont apporter 4 médecins à cet endroit-là, et cet endroit-là il n'y a plus de médecins. Du coup, laissons-les venir, quoi. Voilà. Je pense qu'on vit, par rapport par exemple à la case de santé qui a ouvert il y a 10 ans à Toulouse et qui a dû tricher, quoi, qui a dû mentir aux banques et tout ça en leur disant on va construire un cabinet de médecine libérale, on va faire plein de sous, prêtez-nous des sous, voilà, qui a dû être dans quelque chose comme ça. Nous, on vit un moment où c'est un peu plus simple. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y en a quelques-uns qui sont en train de naître. Et pour faire aussi un truc sur le lien avec les habitantes et les habitants du quartier, c'est pas facile aussi dans ce sens-là. C'est pas facile Enfin, il y a des gens qui nous renvoyaient au début, c'est bizarre, les médecins ils disent qu'ils savent pas pendant la consultation. Les médecins ils disent qu'ils vont avoir besoin de temps pour chercher, qu'il faut revenir dans 2 semaines. Les médecins et du coup il y a aussi dans ce sens-là que c'est pas tous les jours évident. C'est-à-dire c'est bien beau de décréter que on veut avoir moins de pouvoir et tout ça. Il y a l'institution du colloque singulier entre le médecin et la médecin et le patient, la patiente en France est tellement institutionnalisée que la déconstruction, en tout cas, elle sera longue et elle ne sera pas juste à l'endroit d'un centre de santé. Je vais peut-être enchaîner. En fait, au niveau du Québec, il y a un contexte assez intéressant en ce moment. Il y a des groupes qui se sont développés. Vous avez peut-être déjà entendu parler de médecins québécois pour un régime public qui font justement la lutte à la privatisation des soins qui est assez présente au Québec, et puis qui sont opposés à la hausse des salaires des médecins. En fait, dans l'ensemble de la province, les médecins sont beaucoup trop payés, en fait, au Québec. Puis, le pouvoir, justement, passe de différentes manières, mais au Québec, ça passe beaucoup par le pouvoir financier et les pouvoirs du lobby. On a commencé à s'attaquer un peu plus à ça. En tête, on parlait des déterminants de la santé tout à l'heure, mais on disait, en fait, moi je suis spécialisé en santé publique, on disait au niveau des individus, le revenu est un des principaux déterminants de la santé. Au niveau d'une population, la répartition équitable des revenus est un des principaux déterminants de la santé aussi au niveau populationnel. Donc, de par le simple fait qu'on a un salaire, la moitié des médecins au Québec font partie du 1% le plus riche de la province. De par le simple fait qu'on a le salaire qu'on a, on brise un contrat social d'emblée, puis on limite le potentiel d'amélioration de la santé de la population. Je me suis fait huer dans une rencontre de syndicats quand j'ai sorti cet argumentaire-là. On a aussi créé un groupe qui s'appelle Jeunes médecins pour la santé publique, avec la philosophie comme quoi chaque personne peut être un médecin à sa façon, où on fait des discussions populaires de par les médias sociaux sur les déterminants de la santé pour que les gens puissent participer à des débats publics autour de la question. Mais au niveau des représailles, vous pourrez en parler à mon entourage au niveau des examens de fin de spécialité. La santé publique étant très politique, j'ai eu quand même des grosses difficultés. J'ai eu des plaintes contre moi aussi au niveau de l'ordre des médecins pour diffamation, n'importe quoi. Quand on expose un point de vue qui ne va pas en faveur de ce que prônent les grandes fédérations, les grandes associations médicales au Québec ou peu importe où ce que c'est, là, au Canada, aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a certainement des personnes qui vont nous mettre les bâtons dans les roues, mais habituellement, c'est pas bon signe. Connaissant le progressisme de l'ordre des médecins français, c'est à peu près pareil. Enfin, ils prennent encore régulièrement chaque année des circulaires pour la prohibition. Juste une dernière toute petite anecdote. On fait quand même plein de choses qui peuvent être
je pense, considéré comme radical sur la question des femmes qui portent le foulard, sur la question de leur accès aux piscines publiques, sur la question de comment on les aide à s'auto-organiser là-dedans pour qu'elles puissent faire valoir leurs paroles, sur des questions qui sont très sensibles, sur les questions de laïcité en ce moment et tout ça. Le truc qui nous est le plus reproché, c'est de payer nos médecins comme Faiza à l'accueil, quoi. Enfin, vraiment, les gens, c'est ce qui les fait plus briller quand on présente le centre, quoi. C'est qu'on soit tous payés pareil, ça les fait briller, mais vraiment ça les fait briller. Il y a des gens qui disent que vous n'avez pas le droit de faire ça. Bonjour. Excusez-moi, je suis pas très à l'aise pour parler au micro. Donc, j'essaie de construire une question, une phrase un peu compréhensible. Je voulais savoir, là, tu parlais de la case de santé de la Arnaud Bernard à Toulouse, qui existe depuis 12 ans. Et justement, aujourd'hui, la préfecture vient d'arrêter ses subventions du jour au lendemain. Et heureusement pour eux, ils ont 50% de subventions qui venaient d'ailleurs, dont le remboursement des consultations. Et parce qu'ils ont des professionnels. Vous, comment, du coup, d'où viennent vos subventions ou quelle est la part de l'État justement là-dedans? On va essayer de faire court sur notre modèle, mais on travaille beaucoup avec la case, hein, et la case de santé, elle a réuni, au début elle voulait être un centre d'un quartier, et en fait elle s'est retrouvée à être plutôt un centre de tous les gens qui ne trouvaient pas de médecin dans le centre-ville de Toulouse, et ce qui en fait un endroit extraordinaire, mais qui est économiquement peu viable. Nous, on a la chance de ne pas du tout être dans le centre-ville de la grosse métropole qu'est Grenoble. On est vraiment dans un quartier populaire, et voilà, mais qui est vraiment exclu de l'agglo, quoi, qui est vraiment au bout du tram. Et du coup, ça nous permet d'avoir, aujourd'hui, on a 1800 personnes suivies dans le centre, et sur ces 1800 personnes, on a vraiment on a une grosse partie quand même des gens qui galèrent, mais on a aussi des gens qui viennent nous voir, dans ces mêmes gens qui galèrent, des fois ils viennent juste nous voir pour le rhume-petit, juste nous voir pour voilà, et du coup à ces endroits aussi il y a une forme, ça crée globalement sur 1800 personnes, ça crée une économie liée à un truc extraordinaire en fait qui s'appelle la sécurité sociale, et qu'on est en train de nous bousiller, qui fait que on peut se permettre, je crois que là notre budget, on a sur tout notre budget en entier, on a 16% de subventions qui sont des subventions d'appel à projet de promotion de la santé de l'ARS, et si on les perdait, on survivrait quand même. Du coup, grâce à la sécurité sociale, hein, pas grâce à l'inventivité de notre modèle, hein, c'est juste parce qu'il y a des gens qui ont construit la sécurité sociale, on a la chance, un peu comme l'ASSO, qui a l'air assez indépendante aussi des pouvoirs publics et tout ça, d'être assez libre sur ce qu'on fait. Et du coup, un des grands enjeux de la case de santé sur les prochaines années, c'est aussi d'ouvrir un deuxième centre dans un quartier de Toulouse pour avoir ce fonctionnement économique là qui permette d'être moins tous les ans à devoir être en crise à cause de ces subventions publiques. Bonjour, Robin, je suis l'actuel référent de la commission drogue et usagers d'Actop Paris. En fait, moi, dans tout ce qui est dit, je trouve qu'il y a un truc qui m'étonne un peu, c'est-à-dire que globalement, le rapport aujourd'hui qu'on a entre l'usager et le médecin, j'ai l'impression que c'est celui qu'on avait il y a 20 ans entre le séropo et le médecin, globalement, du moins la méfiance qui existe entre les deux. Alors autant la personne séropo, du coup, enfin, il y a eu des gros combats qui ont été menés, et du coup, on a quand même aujourd'hui les intégrations quand même des personnes concernées directement dans les diverses instances représentatives. Et autant l'usager, qui pourtant faisait en plus partie de ce public site de personnes séropo, était un peu laissé sur le carreau à côté. Voilà, ça c'est une première remarque. Et dans la lutte contre le VIH aujourd'hui, on arrive vers quelque chose qui est la démédicalisation, en particulier de sortir un petit peu justement du tout pouvoir médical sur le diagnostic, sur le dépistage par exemple, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable dans le rapport avec l'usager de produits ou pas?
C'est une question que je me pose. La réponse est dans l'intervention d'après. Et juste sur en tout cas sur la première question, autant moi je fais partie des personnes qui aient compris pourquoi elle avait arrêté médecine bien après avoir arrêté, et notamment grâce à l'histoire qui nous a été contée ce matin, mais que j'ai pu lire dans les livres et tout ça, et comprendre des choses, quoi. Mais par contre, je trouve, je pense qu'aujourd'hui il y a assez de personnes, notamment de femmes, sur la gynéco, sur les violences obstétricales, en gros, moi j'ai l'impression qu'il y a assez de boulot militant, d'information, même du grand public, de la violence des médecins aujourd'hui, pour dire qu'effectivement, rien n'est gagné, continuons, quoi. Si je peux ajouter un truc justement sur la question entre usagers et médecins, je crois qu'il y a aussi un autre truc qui nous guette, c'est pendant les 2-3 dernières décennies, on avait en face de nous des médecins qui, pour la plupart, en tout cas ceux qui prescrivent de la substitution, qui font de la réduction des risques, etc., qui étaient d'une génération qui avait connu l'urgence sida, hépatite, etc., et donc qui avaient une certaine forme de militantisme dans leur travail au quotidien. Et aujourd'hui, cette génération de médecins-là, elle part à la retraite. Et on peut se dire, c'est peut-être plus cool, on va être devant des jeunes médecins et tout. Et en fait, pas du tout. Parce que on se retrouve souvent devant des médecins qui n'ont pas la culture que la génération précédente avait face aux usagers, face aux séropos. Et on se retrouve parfois, comme on me l'a raconté, le médecin part à la retraite, on se retrouve devant un jeune médecin et on se retrouve à faire pipi pour tester, pour pouvoir avoir une prescription de méthadone la semaine suivante, quoi. Salut un médecin jeune retraité dans la salle. Anonyme. Moi j'avais une question sur... pour moi, vous n'avez pas été assez explicite par une personne du village de santé sur la question du pouvoir et du médicament. En fait, vous avez parlé du médicament, du pouvoir du médecin. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous vouliez dire, en fait? Parce que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a l'histoire des laboratoires pharmaceutiques, de la collusion éventuellement entre des médecins et des laboratoires pharmaceutiques, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est plutôt la bonne prescription, la qualité des pratiques professionnelles. Mais vous n'avez pas du tout précisé à quoi vous pensiez, en fait, en parlant de médicaments. Je crois qu'au-delà de la bonne prescription, il y a pourquoi on prescrit. Et en fait, quand on voit des personnes arriver chez nous, en fait, peut-être que ça va prendre 8 mois, peut-être que ça va nous prendre des heures de travail à toute l'équipe, mais peut-être que là, la meilleure chose qu'il y a à faire pour sa santé, c'est d'arriver à rester, à ce qu'elle puisse arrêter de travailler dans les conditions dans lesquelles elle travaille et dans la violence qu'elle subit, par exemple, à faire des ménages 2 heures par-ci, 2 heures par-là, sans être payée pendant qu'elle va d'un point A à un point B, parce que les lois de travail et les politiques du travail, elles permettent ça aujourd'hui, qu'elle va rentrer chez elle, devoir s'occuper de ses gamins, et aussi de s'occuper de sa tante qui est sortie de l'hôpital, parce que le virage ambulatoire, c'est magnifique, hein, les gens... Ils sont opérés, ils sortent le même jour de l'hôpital. C'est vachement bien quand vous avez les moyens de vous payer quelqu'un pour venir vous occuper de la personne pendant 2 jours, faire sa toilette et tout ça. Si vous n'avez pas les moyens, c'est toute la famille, tout le collectif là, qui va devoir s'en emparer. Et ça fait des fois des 3e journées, dans des 2e journées qui sont des fois longues. Nous, on essaie de travailler sur tout ça. Voilà. Alors, on tâtonne, hein, on essaye, on fait des trucs. On essaye de s'appuyer sur les pouvoirs des communautés, de les faire s'échanger leurs savoirs, qui sont souvent bien plus intéressants que les nôtres sur comment ils ont fait par rapport à des situations comme ça. Voilà, on tente des choses. Et on se dit que là-dedans, dans ce temps de travail long, il y a plus de chances que la personne, à la fin, elle soit dans un état de rapport à sa santé meilleur que lui donner
de quoi dormir pour reprendre ces journées qui en fait sont pas viables pour le corps d'un être humain. Donc voilà. On essaie de travailler là-dessus. Après, ça ne nous empêche pas de prescrire les molécules quand on n'est pas là pour dire vis-à-vis de ces gens qui des fois ont des ordonnances depuis 10 ans qu'on va tout leur enlever parce que ça sert à rien. C'est pas ça, c'est un dialogue continuel. Mais c'est plutôt ce travail là-dessus qu'on essaie de mettre en place. Dernière question. Il y avait une autre info. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis de Toulouse et du coup je tenais à vous féliciter pour votre création de maison de santé communautaire parce que voilà, il y en a pas beaucoup en France et c'est vraiment, connaissant la case de santé, étant usagère de la case de santé, c'est vraiment quelque chose qui est confort de pouvoir aller chez un médecin en sachant, aller dans un lieu en tout cas en sachant que n'importe quel professionnel qu'on va voir, on va pouvoir parler librement et on va pouvoir élaborer ensemble sur notre santé. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et après, je voulais revenir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la réticence des médecins et des professionnels en dehors. Ça m'a fait écho aussi à parce qu'en parallèle, je travaille à Aide aussi, au tout le travail qu'on fait sur le prélèvement coopératif notamment, et qui fonctionne plutôt pas mal à Toulouse, mais où on voit bien que en discutant avec justement les infirmiers, les infirmières des laboratoires, c'est compliqué de lâcher pour certains en tout cas. Et justement, ce que tu disais sur la question des générations, c'est un truc qui me parle les nouveaux, c'est compliqué de lâcher sur en fait c'est moi qui sais faire, il faut que ce soit moi qui le fasse, alors qu'en fait quelqu'un qui connaît ses veines qui shoot depuis 20 ans connaît beaucoup mieux ses veines qu'une infirmière ou un infirmier qui vient juste d'arriver. Et du coup, voilà, du coup, on voit aussi que ça dépend aussi des professionnels qu'on a en face, parce que ça peut être très simple, très facile, parce qu'il y en a un qui dit, voilà, comme ça nous est arrivé là récemment sur Saint-Gaudens, un docteur qui dit il faut que tout le monde fasse du prélèvement coopératif, on va en parler, on va le promouvoir. Et ça peut être très compliqué si tu tombes sur des gens qui n'ont pas envie, quoi, et souvent aussi pour avoir, j'ai l'impression que c'est aussi lié à la peur du toxicomane, de l'injecteur. Moi, il y a plein de gens qui me disent mais moi je pourrais pas faire ça, mais c'est pas parce que j'ai peur de lâcher, c'est parce que j'ai peur de l'autre et de ses pratiques, quoi. Voilà, donc il faut qu'on continue sur ça. Voilà, merci. Je passe la parole à Vincent de Aide. Bonjour à tous et à tous, Vincent Lefebvre, je suis militant chez Aide. Je vais vous dire quelques mots sur le chemsex, c'est l'usage de produits chez les gays dans un cas sexuel, et l'expérience communautaire de Aide sur le sujet. Alors désolé, je vais un petit peu lire, mais j'espère être pas trop. Donc Aide se mobilise sur les drogues depuis les années 80, sans qu'il y ait eu une attention particulière sur la question de l'usage de drogue chez les gays jusqu'à ces dernières années. On savait que les gays se droguaient un peu plus que la moyenne, mais sans que ça nécessite une attention, une mobilisation ou un discours particulier. Puis il y a eu les années 2000, le début des années 2010, la conjonction de plusieurs phénomènes. En premier, le développement des smartphones, des sites web de rencontres, des applications de rencontres, qui ont probablement joué un rôle dans le développement d'une culture partouze chez les gays, qui est un haut lieu d'apprentissage du chemsex. Et puis le second, c'est l'arrivée bien sûr des nouveaux produits de synthèse dont on parlait tout à l'heure, qui sont beaucoup plus accessibles économiquement que les produits traditionnels qui étaient consommés, que l'on peut facilement trouver sur Internet, en livraison directe dans sa boîte aux lettres, en même temps que votre commande sur Amazon du dernier livre de Michel Houellebecq, Sérotonine. Alors je vous invite ni à commander des catinones sur Internet, ni à commander le dernier livre de Michel Houellebecq. Donc c'est dans ce contexte que des militants de Aide, gays comme moi, fréquentant eux aussi ces lieux-là, c'est partout, faisant des plans chems, slamant, c'est le terme utilisé par les gays pour s'injecter, sniffant des catinones, se contaminant au VHC, faisant des overdoses, ayant des difficultés à aller travailler. C'est ces gens-là qui ont commencé à témoigner au sein de l'association de leur vécu, et venant ainsi étayer un peu les alertes sanitaires qu'on recevait des agences comme les ARS ou de médecins avec lesquels on travaillait sur ce qui se passait chez les gays. C'est à partir de là qu'on a pris conscience, comme beaucoup en Europe, qu'il y avait un enjeu de santé spécifique sur l'usage de drogue chez les gays aujourd'hui.
Sachant qu'aux États-Unis, au Canada ou même en Asie du Sud-Est, le phénomène était connu bien avant, hein, avec la crise sur le cristal meth, qui pointe son nez en France aujourd'hui, tout doucement, mais sûrement. On s'est longtemps cherché à être sur la réponse à adopter sur le chemsex, en termes d'action et de discours. L'enquête SLAM, qui a été publiée en 2013, nous a donné de premières pistes de travail intéressantes, en recensant les besoins exprimés de dizaines de slammeurs, qui mettaient notamment en avant l'absence d'une offre de réduction des risques ou de prise en charge médicale bienveillante et adaptée à ce qu'ils vivaient. Aide a commencé à accueillir sur ces actions, et notamment dans les CARUT, des mecs qui venaient chercher du matériel d'injection, mais ça restait relativement marginal. Puis en 2017, nous avons décidé de lancer un dispositif d'écoute. D'ailleurs, je voudrais saluer Christian Andréo qui a piloté le lancement de ce dispositif à l'époque où il était à Aide. Donc on a lancé un dispositif d'écoute, on l'a appelé dispositif d'urgence à l'époque, car plusieurs d'entre nous étaient touchés et un petit peu désemparés par cette épidémie de décès et d'overdose dans nos réseaux de potes, de militants ou de plans cul. Ce dispositif, nous l'avons lancé en parallèle dans une tribune publiée dans Libération, exprimant pour la première fois le discours public de Aide sur le chemsex, intitulé « Ne regardons pas les hommes tomber », en référence au titre de Jacques Audiard. Et ça, on doit aussi à la grande culture de Christian Andréo. Nous avons acté par là notre souhait de nous mobiliser et d'être un espace ressource sur le chemsex. C'était assez simple, il s'agissait comme aux premières heures de l'association en 84, de lancer un dispositif d'écoute qui nous permettrait de montrer aux chemsexeurs qu'ils peuvent trouver des interlocuteurs bienveillants pour rompre l'isolement ou être orientés vers des professionnels de santé friendly. Il s'agissait aussi pour nous de recenser davantage les besoins des personnes et y voir un peu plus clair sur ce qui pourrait être fait concrètement. Nous avons créé un groupe Facebook sur lequel des infos peuvent être partagées sur les ressources. Alors c'est pas très confidentiel, mais des mecs et des nanas témoignent quand même de leur vécu et leur pratique sur ce groupe. Nous avons ouvert un numéro sur lequel on peut recevoir des messages ou des SMS, notamment via WhatsApp, ou être appelé. Pourquoi WhatsApp? Parce que c'est l'outil de com des mecs qui cherchent des flanquettes. Et enfin, plusieurs centres d'accueil de aide, ce qu'on appelle dans notre jargon les lieux de mobilisation, ont commencé à proposer des accueils spécifiques pour les chemsexeurs, avec par exemple des militants formés ou même concernés, des kits SLAM pour les mecs qui s'injectent, et puis aussi la possibilité de plus en plus d'avoir une consultation avec des professionnels de santé qui travaillent dans l'addicto, des psys, comme c'est le cas dans les spots à Paris, Nice et Marseille. Fort de cette expérience individuelle et collective, quand je dis individuelle, c'est ma propre expérience de gay chemsexer, j'aimerais partager avec vous plusieurs messages sur le chemsex et les chemsexers. Des messages qui sont liés à ce que nous voyons et vivons, mais aussi à ce que nous entendons parfois dire sur nous. Le premier, c'est qu'il est faux de penser que les chemsexers ne connaissent rien à la réduction des risques, car ils ne s'identifient pas comme usagers de drogue. J'entends beaucoup cela d'autres usagers ou anciens usagers de produits. J'ai même lu ça dans l'une des dernières publications de l'OFDT, et ça m'a rappelé ce qui se disait à la fin des années 90 sur les séropositifs en Afrique. Ça ne sert à rien de leur donner des traitements antirétroviraux, car ils ne vont pas être capables de les prendre parce qu'ils n'ont pas de montre. Il y a des mecs qui effectivement n'ont pas encore les bons gestes d'injection. Il y a effectivement des accidents pouvant être mortels. Il y a du partage de matériel et des pratiques à risque de contamination au VIH, aux hépatites et aux IST. Comme chez tous les usagers de drogue, il y a des conséquences pour la santé du fait de leur consommation. C'est indéniable. Et il y a aussi des bonnes pratiques, de la solidarité entre usagers qui prennent soin les uns des autres, une conscience des risques, et nous nous mobilisons. Alors ne commençons pas à dresser des catégories de bons ou de mauvais usagers de drogue. La réduction des risques nous invite à croire en nous, en nos ressources individuelles et collectives, à nos capacités à en inventer. Faites confiance aux chemsexers, soutenez-nous, car sinon ce sont les bonnes vieilles recettes de l'abstinence forcée, de l'injonction aux soins et de la répression qui nous est servie. Le deuxième message, c'est plutôt l'envie de partager avec vous mon étonnement. Quand je me suis engagé sur le dispositif d'écoute qu'on a mis en place, je pensais que j'allais surtout faire de la réduction des risques au sens strict, c'est-à-dire parler des pratiques d'injection, de sniff, parler de qualité des produits, toutes ces choses que j'avais l'habitude de faire en CARU. Je croyais même que j'allais avoir à gérer des overdoses au bout du téléphone. Or, sur tous les 30 entretiens que j'ai eus, la plupart portaient sur des parcours de vie, dans lesquels le produit intervient à un moment donné. Mais on parle plus d'un vide, de compensation d'un rythme de vie, de stress, ou
de produits qui viennent apporter un lâcher-prise qu'on arrive peu souvent à s'autoriser. Il y a eu aussi beaucoup d'histoires personnelles et intimes avec leur lot de tragique, de tristesse, de viol, d'homophobie, de sérophobie, de rejet par la famille, d'isolement et de précarité. C'est ça qui a fait que les mecs qui nous contactent ont basculé dans l'addiction, et parfois très rapidement qu'elles se sont engouffrées dans une consommation refuge de toute cette vie. Alors ce n'est pas en disant à la personne « je ne sais pas bien ce qu'elle consomme et qu'elle ferait mieux d'arrêter », qu'on va vraiment l'aider quand sa consommation s'inscrit dans un parcours qui englobe bien plus qu'un produit sniffé ou injecté dans une veine. J'aimerais ensuite partager des choses qui m'interpellent, que j'ai du mal à démontrer avec des données chiffrées. Justement parce que les agences de recherche et de santé ont longtemps rechigné à s'intéresser au chemself, considérant que c'était un truc de pédé riches. Or, je dois vous l'avouer, j'ai souvent dans ces soirées où il y a des produits, et plusieurs choses m'interpellent, au-delà des pratiques même des produits, et qui, à mon sens, mériteraient qu'on s'intéresse davantage au profil et aux besoins des chemselfers. La première chose qui m'a interpellé, c'est que parmi les slammers, c'est-à-dire les mecs qui s'injectent par rapport à ceux qui sniffent, il y a quelque chose qui est surprenant, c'est que c'est la surreprésentation des jeunes gays racisés. La deuxième chose qui me surprend beaucoup, c'est le nombre de garçons qui pratiquent le chemsex dans une démarche transactionnelle de sexe contre produit, ou de travailleurs du sexe qui sont obligés de consommer ou dealer pour accéder à certains clients. Enfin, la plupart des chemsexeurs que je rencontre sont séropositifs ou sous-prêts. Je vois aussi de plus en plus de femmes qui consomment des catinones dans un cadre sexuel et qui ont souvent été initiées, directement ou indirectement, par leurs potes PD. Le chemself et la drogue en général mettent en évidence des choses et nous avons besoin qu'il y ait plus de recherche pour caractériser ce qui se passe et nous aider à avancer. Aider toutes les associations et les professionnels de santé à mettre en place des actions et une offre de santé qui soit adaptée. Enfin, je terminerai en parlant du concept de sous-culture ou contre-culture, je ne sais pas bien. On aurait tort de réduire le chemself à des pratiques problématiques de consommation de drogue chez les gays. Le chemself, c'est bien plus que cela, ce sont des pratiques, certes, mais aussi des espaces de rencontre, des rites d'initiation, des pratiques ritualisées, des ambiances, des musiques qui lui sont associées. Il y a un langage codé qui est utilisé sur les applications de rencontre notamment. L'illégalité de la consommation rend difficile l'expression d'une culture de gays drogués. Mais ceux qui veulent sortir d'une consommation problématique se heurtent parfois à cette appartenance identitaire et ce milieu qui fascine tout autant, qui peut détruire, au sein duquel évolue toute une partie de leur réseau social et de potes et de plans cul. Certains décident de renoncer en déménageant de ville ou de région, conscients de cette imbrication forte dans leur vie qui les empêche de décrocher. Voilà, j'espère avec ces quelques mots vous avoir convaincu qu'il existe des besoins de santé spécifiques chez les gays consommateurs de produits, qui appellent à des réponses spécifiques que nous sommes capables de construire collectivement, en suivant l'éthique et la méthode que la réduction des risques nous ont appris au fil des années. La mobilisation est naissante et balbutiante, se cherche en termes d'approche et de discours, et c'est en mettant ensemble ceux qui ont fait et connu l'histoire des drogues, les chemsexeurs, les professionnels de santé et les chercheurs qu'on y arrivera. Et pour faire tout ça, ça nous aiderait quand même bien qu'on arrête de pourchasser les usagers de drogue. Les chemsexeurs n'osent même pas appeler les pompiers quand leur plan cul fait une overdose de GHB, de peur de finir en tôle. Et les mecs meurent. Merci de votre écoute. Je m'appelle Laurent, je suis escorte et en fait il y a un groupe Facebook qui, je crois que je suis pas le seul dans cette salle à faire partie de ce groupe-là, et en fait on commence à se poser la question en fait de comment on gère les produits avec nos clients. Donc là c'est tout neuf parce qu'il y a un article qui est passé il n'y a pas longtemps. Il y en a qui commencent à proposer des prestations sans produit. Moi, je sais que j'en propose. Je joue à l'infirmier. Ce qui n'est pas forcément super, rassurant, parce que je sais que je peux mettre en danger la vie de mes clients. Après, voilà, c'était juste une observation. On est dans les balbutiements un peu de tout ça. On verra bien. Toujours Jean-Luc de l'association WED. Peut-être une question, Vincent, parce que je participe bientôt dans le cadre de la diffusion du renouvellement des stratégies autour de l'hépatite C en Claire-Pâcarud,
en Grand Est, je suis invité à participer à une table ronde où la thématique qu'on m'a proposée est sur la question du cumul de vulnérabilité avec un focus sur les comsexeurs et notamment autour du risque de recontamination, peut-être supposant qu'il y aurait, au regard d'un risque supérieur, à s'interroger sur la pertinence de traiter à l'hépatite C les comsexeurs. Est-ce que tu veux... Alors, je sais pas forcément ce vers quoi on veut me faire aller, mais je pressens qu'il y a peut-être cette question qui est sous-entendue, ce qui peut bien m'apporter de quoi alimenter cette future table ronde. C'est un sujet qui me passionne, mais c'est plusieurs fois éloigné au VHC. Effectivement, il y a tout un... Si on veut aller vers l'éradication de l'hépatite C, enfin l'élimination de l'hépatite C vers 2000, je sais pas combien, comme on nous dit, il va falloir avoir un focus sur ces petites dynamiques de réinfection qu'il peut y avoir, et notamment chez les chemsexeurs. Pour l'instant, tout ce que je lis dans les publications toujours, c'est il faut aller vers un changement comportemental si on veut aller vers l'élimination du VHC, et notamment chez les chemsexeurs. On sait que le changement comportemental, on l'a vu avec le préservatif, ça a des conséquences, enfin ça provoque des changements assez limités. Donc il y a déjà plein de choses, plein de marges de manœuvre sur lesquelles on peut agir. Déjà, chez les gays qui ont déjà contracté un VHC, il faut qu'on leur propose des dépistages par charge virale beaucoup plus fréquents que ce qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on les dépiste tous les 6 mois à 1 an, des mecs qui vont baiser en partouze où ils peuvent contaminer un certain nombre de personnes, beaucoup plus, enfin voilà, en grande quantité. On l'a eu l'année dernière, il y a eu une petite explosion d'épidémie de VHC chez les gays chemsexeurs au mois entre juin et septembre, qui était liée au fait que les hôpitaux arrêtaient de prescrire le VHC en phase aiguë, parce que la pharmacie hospitalière ne voulait plus délivrer en phase aiguë, voulait délivrer qu'en phase chronique, parce que la sécurité sociale ne prenait pas en charge les phases aiguës. Donc on a vraiment des marges d'amélioration à avoir là-dessus, sur la prise en charge des hépatites C, qu'on soit en phase aiguë ou en phase chronique. Voilà, la personne a des VHC+, enfin, on l'a diagnostiqué avec VHC, on traite, point. Donc on a des manières sur le dépistage, sur la mise sous traitement. Puis après, il y a des innovations qui seront possibles. J'ose parler de TPE ou de PrEP sur le VHC, mais la question du prix court-circuite un petit peu ces réflexions. Et voilà, il y a des pistes de plaidoyer et d'innovation thérapeutique à avoir là-dessus, sur la question des réinfections. Concernant le slam et le chemsex, travaillant en Caruth, je commence à avoir depuis environ 6 mois 9 slammers qui viennent régulièrement, à qui j'ai réussi à faire une confiance, où mes collègues précédents l'ont fait, qui transfèrent un peu font ce travail de pair, sont les seuls dans leur partie, dans leur groupe de slammers, dans les soirées slam qu'ils font chez eux, transfèrent cette notion de réduction des risques qu'ils ont, et je me questionne un peu du coup, comment AIDS est présent, est-ce que ça vous commencez à être de plus en plus présent, et puis comment l'information est prise, parce que notamment sur ces 9 personnes que je vois régulièrement, en 6 mois, il n'y en a qu'un qui a accepté de se faire dépister, parce que comme ils ont les notions de réduction des risques, qui partagent pas le matériel, oublient qu'il y a cette question de préservatif et de transmission par le sexe. Ils se disent non, je suis à l'abri, et je pense qu'il y a aussi cette question, cette peur de se faire dépister, ou comme on a les connaissances de réduction des risques au niveau de la conso, on oublie de se faire dépister. Il y a effectivement un enjeu d'information sur les modes de transmission, mais on sait que ça ne sera pas suffisant, parce que j'en suis l'exemple même, je suis très bien informé sur la mode de transmission du VHC, ça ne m'a pas empêché d'avoir tout le temps les bonnes pratiques qui font que j'ai évité de le contracter. On est présent de 2 manières en fait auprès des chemsexeurs et dans les soirées. La première, j'ai envie de dire, beaucoup de nos militants sont les mêmes chemsexeurs, ils sont dans les partouzes, tout simplement. Donc il y a beaucoup qui jouent ce rôle aussi de travail sur la formation, d'amener du matériel, tout ça. Et puis on a essayé dans certains endroits d'un peu plus institutionnaliser notre présence dans des soirées, en faisant des partenariats avec les gros organisateurs de soirées, pour essayer d'être présent un petit peu comme on fait dans le festif, d'avoir un stand, de proposer du matériel, de l'écoute, de l'information. Après, la culture partout, c'est une culture qui est aussi très spontanée, c'est-à-dire que les choses vont se décider à 2h du matin, tiens, si je fais venir il est chez moi, tout ça. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué à anticiper. Donc c'est pour ça qu'on essaie aussi de faire
connaître notre dispositif d'écoute à distance et nos ressources qui existent sur le Chemsex. La page Facebook Info Chemsex, d'ailleurs, je vous invite à la rejoindre, c'est très intéressant. Vous répondez oui à toutes les questions et comme ça vous pourrez rentrer. Mais vraiment, allez dessus parce que c'est un bon moyen de s'imprégner de ce qui se passe, des besoins des personnes, tout ça. Si vous êtes policier, si vous faites, n'y allez pas. Et puis on a ce numéro sur WhatsApp où nous contacte des personnes soit qui sont directement concernées, soit qui aimeraient avoir des infos sur d'autres personnes. Ouais, donc j'imagine que voilà, une personne qui voudrait organiser une soirée, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, elle pourrait nous contacter. D'ailleurs, au spot Beaumarchais à Paris, on devrait faire une soirée à destination des organisateurs de soirée. Voilà un peu ce qu'on fait. On est présent d'une manière ou d'une autre dans ces soirées. Bonjour, je m'appelle Céline, je travaille pour Médecins du Monde et en fait je voudrais vous demander si vous avez déjà pensé ou commencé à travailler avec des personnes qui revendent pour aussi diffuser des messages. Alors je pense que la majorité des groupes des Chemsexers sont des consommateurs revendeurs ou donneurs, enfin, des gens qui partagent. Donc c'est effectivement, en fait, je ne sais pas s'il y aurait quelque chose de spécifique à faire. Ce qu'on voit, alors là il y avait une étude québécoise qui est très intéressante sur les parcours de personnes qui devenaient consommateurs revendeurs, notamment sur le crystal meth, et qui rentraient dans une vie en fait un peu infernale parce qu'ils étaient identifiés comme étant le revendeur de la communauté ou des partouzes, et donc tout le monde les invitait aux soirées parce qu'on savait qu'ils allaient avoir des produits. Et du coup, ils commençaient à occuper cette position sociale qui était hyper compliquée et avec des conséquences psychosociales pour elles et voire légales qui étaient assez catastrophiques. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose à faire sur ces consommateurs revendeurs. En tout cas, sensibiliser sur ce que ça amène le fait de consommateurs revendeurs. Mais il y a aussi la pression dans le cas du travail du sexe, des clients qui demandent, l'article dont parlait Laurent, c'est certains travailleurs du sexe n'arrivent plus à trouver de clients s'ils n'ont pas de produits. Donc, voilà, il y a des choses à faire là-dessus, effectivement. Pas plus de réponses à apporter que ça aujourd'hui, mais voilà, on a conscience. Ok, s'il n'y a plus d'autres interventions, merci beaucoup. Fabrice, Oui, j'attendais que ce sujet soit terminé. Je voulais compléter ma réponse tout à l'heure que tu as fait, Elchine, en disant si la santé communautaire dépérit, qu'est-ce qui va se passer? J'ai parlé de la Suisse, mais j'ai réfléchi depuis et je me suis dit finalement ce qu'apporte la santé communautaire, c'est le dialogue du citoyen avec d'une part les professionnels et d'une part avec les institutions. Et en fait, les usagers de drogue, ils vont continuer à s'auto-organiser, mais effectivement en dehors d'un système qui sera probablement méconnu. Et donc ce qu'on va perdre, c'est le dialogue avec les professionnels et les institutions, et la perte du dialogue dans tous les secteurs, on voit bien ce que ça donne. Enfin, les Gilets jaunes récemment, mais plein d'autres mouvements sociaux aujourd'hui, que ce soit pour le climat, la défense des ZAD, etc. C'est la préoccupation des citoyens qui, quand ce dialogue est rompu, l'incompréhension s'installe, et voilà, ça pètera un jour peut-être. Je m'appelle Carole Mathurin, je suis une ancienne volontaire de Technoplus chez qui je suis restée 7 ans. J'étais à l'AFR, j'ai rejoint la Sud très récemment et je suis bénévole à la mission Guyane de Médecins du Monde également. Je suis partie habiter en Guyane donc il y a 3 ans, j'ai créé une association de santé communautaire et de réduction des risques qui aura 3 ans demain justement. Donc on fait des actions en milieu festif, on fait des maraudes en milieu urbain, on va en milieu carcéral et on a même une convention avec un ESAT, on travaille un peu dans le milieu du handicap mental et de la consommation de produits. On crée des outils, on adapte des outils, on fait des formations, on forme Médecins du Monde, aide en Guyane à la RDR produits. Et je voulais évoquer avec vous la notion de santé communautaire en Guyane. En fait, là-bas, pour beaucoup de gens, les communautés, c'est les communautés amérindiennes, Bushinengue, les communautés créoles, haïtiennes, les communautés métro, les communautés dans le sens où ils l'entendent là-bas. C'est pas du tout dans le même sens que nous, on utilise la notion de santé communautaire.
Dans les textes, en théorie, les tutelles, l'ARS, la PREF, etc. sont très friands et encouragent vivement la promotion de la santé communautaire. Oui, la santé naturelle chez les bouchis, c'est super, etc. Bon, en réalité, pour rebondir un peu sur ce que disait Fabrice tout à l'heure, on est un peu plus dans une vampirisation et dans une extraction des pratiques et dans une extraction des bons côtés de la démarche communautaire, mais il n'y a pas de soutien réel et, in fine, on est un petit peu en train d'étouffer cette chose sans prix qu'est la santé communautaire. Pour finir, je voulais juste mentionner un petit truc rigolo qui est plutôt porteur d'espoir. Avant même qu'on parte en Guyane, on nous avait indiqué 2 personnes à contacter en arrivant. Donc il y avait une militante de aide et un gars un ancien Technoplus et un ancien de la mission Rêve qui nous ont aidés à créer l'asso et qui sont des membres fondateurs de notre association. Ça veut dire qu'en fait, à travers l'océan, la santé communautaire peut être aussi des fois tellement forte que voilà, on savait déjà avec qui on allait pouvoir travailler avant même de partir. C'est quand même bon signe. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci pour cette petite note d'espoir conclusive. Et à demain, c'est ça? Merci à vous. À demain.